Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, votre rendez-vous quotidien de 16h à 18h. J'espère que vous allez bien en pleine forme en ce mercredi 28 décembre. Mi-figue, mi-raisin, ce temps sur Paris, de la pluie aujourd'hui, mais en tout cas de la bonne humeur au travers de la radio et de nos débatteurs qui vont être avec nous aujourd'hui. Mam, comment ça va mon Mam ? Bonjour à toutes et à tous, je vais bien parce que tout va bien, comme dirait l'autre, mais... T'en as d'autres des comme ça ? Non, franchement ça m'est sorti de la tête comme ça, sans le faire exprès, et je suis ravi, vraiment ravi d'être avec Sabrina Sebahi, que je vois pour la première fois. Non, tu dis pas madame, tu dis pas Sabrina Sebahi, Madame, tu dis madame la députée, s'il te plaît. Ça ira. Bonjour madame la députée. Bonjour Christophe. Ça fait longtemps. Salut Mam, que je vois pour la première fois. Enchanté. Exactement. Alors, Et, député d'où d'ailleurs ? Nanterre et Suresnes. Oui, mais à combien de circonscriptions ? Voilà. Combien de circonscriptions ? La 4e des Hauts-de-Seine. Ah oui, j'ai cru que tu avais oublié ta circo. J'ai dit, oula, c'est chaud quand même. Non, mais Bon, Sab, on fera un petit point d'ailleurs tout à l'heure sur... ça fait combien là ? 6 mois maintenant que tu y es ? Ouais. 6 mois à l'Assemblée nationale. Voilà, tu es encore une débutante. Oui, Ouais. Mais tu as On fait une apprend. belle proposition de loi que tu nous diras tout à l'heure. ça marche. Ouais, je compte sur toi. Aminsa sera là, élu à la Courneuve, et Tarek Mami, journaliste. Assez temps perdu. Amine qui n'est pas député. Non, Hein. un journaliste. Et ça se voit Pas un assez petit temps peu. perdu, j'ai dit une bêtise. Reste avec nous, non, je provoque évidemment. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Bon, dites-moi, j'aimerais commencer les émissions quand même autrement, mais aujourd'hui nous avons appris la disparition d'une chanteuse franco-portugaise. Linda de Souza s'en est allée, paix à son âme. Prends-le-moi, je n'ai que lui, il n'a que moi. Pour vous ce n'est qu'une aventure, lui c'est mon ciel, ma déchirure. À l'âge de 74 ans, révélé par l'émission Mosaïque, paraît-il, Mam ? Oui, puisqu'on en parlait il y a à peine 2 jours. Ouais, Sur je crois que c'était FR3. même hier. Tarek Mami nous parlait de Linda de Souza, le lendemain... on va lui demander de ne plus parler de personne, c'est mieux. Hein. Oui, voilà, finalement. Il arrive justement. Voilà, monsieur Tarek Mami est en train d'arriver sur Tarek les studios. Mami qui parle de Linda de Souza, le Non, on lendemain, en a bim. parlé il y a 2 jours de Lina de Souza. Incroyable, hein, franchement. La valise en carton. Bonjour. Bonjour, vous êtes à l'antenne. Bah oui, on est à l'antenne, Oui, bien sûr. absolument. Le Oui. premier mot que je dois avoir, c'est sincère condoléances à elle. Ah oui, oui. Parce oui. Condoléances, qu'on en a monsieur. parlé il y a 2 jours. Vous en avez parlé. Oui, en toute bonne foi. On rappelle de l'histoire de ce pays, de sa culture, de sa composante, donc immigration. Et en disant que cette dame a été découverte au sein de l'émission, la fameuse émission Mosaïque. Mosaïque sur Et c'est FR3. et c'est comme ça qu'on l'a découverte. Et hier, quand j'ai vu la dépêche d'amour de son décès au milieu de la nuit, j'ai pas osé l'envoyer. Et puis Farid l'a envoyé aujourd'hui. Et effectivement, j'ai eu une pensée, émue. Et j'ai failli dire j'aurais dû ne pas en parler il y a 2 jours. Vous voulez nous parler de qui aujourd'hui ? Excusez-moi, non. Il y a Attendez, le pape qui va mal en ce moment. j'y arrive. Même s'il n'y avait pas de cause à effet, Ouais. je suis senti quand Non, on même est un dans peu une responsable. spirale un petit peu négative, c'est vrai, contre Ouais. Benoît XVI, Lina de Souza. Tarek Mami va tous les enterrer. Une autre personnalité du côté du Brésil qui est Pelé. Ah oui, Pelé, le roi Pelé. Ouais. Qui est on a des hospitalisé, nouvelles plutôt qui- inquiétante. Qui va pas très bien. Voilà, va pas Ouais, très bien. ouais. Ah ben, j'ai une liste, je l'adresserai vendredi. Oui, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ouais, c'est pour Pas la fin obligé. de l'année. Il a une c'est- death note. Voilà. Les gens Bon, qui il y a Madame la font- députée, Tarek Mami qui est là. Ah ben, je suis toujours heureux de la voir. Ouais. Surtout que je la On se vois. croise un peu partout. Voilà, ça, Ah bon j'allais dire, je la vois plus depuis qu'elle est députée que quand elle n'était pas. C'est Bah oui, vrai. forcément, elle se montre. Hein. Bon, on va commencer cette émission. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? On va parler notamment de l'Afghanistan tout à l'heure, parce que vous vous rappelez évidemment l'arrivée des talibans, qui avaient fait des promesses, sauf qu'ils n'ont pas l'air de les tenir, hein, ces promesses. Les femmes, ça devient de plus en plus compliqué pour les femmes là-bas, interdites d'université, interdites d'ONG, enfin ça devient très compliqué pour la femme sous les talibans en Afghanistan. Nous parlerons de cette crise sanitaire et surtout cette grève des médecins et cette pénurie de médicaments. Je pense que Sabrina a plein de choses à nous dire là-dessus. Avec ce système de santé qui risque-t-il de craquer selon les analystes et les spécialistes d'ici 2 ans, ça risque d'être
la catastrophe dans ce pays. On ouvre des hôpitaux et on ferme des lits. Enfin, on comprend plus rien, en tout cas. Et François Braun, le ministre de la Santé, que tu as déjà croisé sur les bancs de l'Assemblée, Sabrina, demande aux médecins de reprendre le boulot parce que c'est vraiment pas le moment de faire grève. Et puis on parlera évidemment de cette recrudescence de Covid en Chine. Ça y est, on ouvre tout. Après 3 ans et demi de fermeture, la Chine qui ouvre, sauf que c'est l'explosion des cas Covid. Les hôpitaux sont pleins. Et d'ailleurs, même en France, vous savez que c'est plein. Il n'y a plus aucune place en centre de réanimation en Ile-de-France aujourd'hui. Donc ça devient très compliqué là. Pour le coup, on en reparlera bien entendu dans quelques minutes. Et puis on fera un petit point aussi avec Sabrina Sebaï qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui pour un petit peu voir comment s'est passé ces 6 premiers mois à l'Assemblée nationale. D'autant plus que, à mon avis, 2023 risque d'être la guerre, Sabrina. Combien ça va durer, quoi? Oui, combien de temps ça va durer? Et puis 2023, ça risque d'être compliqué. En plus, pour la rentrée, la bonne réforme des retraites, attendue. Dès janvier. Dès janvier. Avec un 49.3. Ah bah on sait pas encore. Ah, on verra. Alors, on va commencer cette émission par, évidemment, un petit quiz sous forme de clin d'œil, évidemment. Je cherche, pour commencer, un chanteur qui est né en Tunisie, chanteur français, né en 1965. Alors, c'est vrai qu'on n'entend plus parler beaucoup de lui, Bruel. mais... Danny Briand. Danny Briand. Il Bravo. est né en Suisse, Briand. Il est né en Suisse. Bon anniversaire à lui. Personnellement, j'ai jamais perdu la tête. Ah bon? Parce que j'ai jamais croisé Suzette. C'est mieux. Ouais. Effectivement, donc bon anniversaire. Logique, mon cher Watson. Exactement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre Qu'est-ce que tu as d'autre à vous proposer? Tiens. Le mec qui a préparé son émission. Je cherche Allons-y. un acteur et réalisateur né à New York en 1954 pour indice quelques films, célèbres films. Malcolm X, au Philadelphia notamment. Quelques grands films de ce grand monsieur qui est né en 1954 à New York. Comment il s'appelle? Tom Hanks? Comment? Tom Hanks? Non. Il ne peut pas être blond. Attends, Philadelphia, c'est qui ça? Bonne question. Acteur, réalisateur, Malcolm X quand même. Malcolm X. Denzel? Comment? Non. Denzel? Non, c'est Non, pas non. Denzel? Non, Denzel Washington. C'est Pas pas mal. Denzel qui a joué Malcolm X. Eh ben oui. si. C'est Denzel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui. Une Alors, New dernière- York n'est pas en Tunisie. Hein. Dernière émission Ah, en 1998, et vous en parliez hier, mon cher Mam. 1998, dernière émission sur France 3. La dernière séance. Exactement, de Eddie Mitchell. C'est son anniversaire? Il a tenu quand même 16 ans. Ouais. À l'antenne. 15 ans, ouais. 15 ans, de 1982, du 19 septembre 1982 à cette fameuse date de 1998. Beaucoup de western. Beaucoup de westerns, beaucoup de grands classiques américains. Ouais. En effet. Une émission de Gérard Jourduy, du producteur Gérard Jourduy, et donc de Eddie Mitchell, qui avait inauguré sa première grande expérience d'animateur de télévision occasionnel, parce que c'était un espèce de grand ciné-club qui était diffusé à 20h30 sur FR3 et France 3. Quand j'ai découvert ça, j'avais l'impression, jusqu'au bout, qu'on était dans un cinéma de quartier, du côté du 14e arrondissement, parce que j'ai connu le 14e arrondissement avec plein de petites salles qui portaient des noms, j'allais dire, très très classiques. Et quand on rentrait, c'était des anciennes granges, des anciens lieux de stockage des aliments qui ont été transformés en salle de cinéma. Et chaque fois que je regardais cette émission, j'avais l'impression de revenir en 1930 dans cette région, 14e arrondissement de Paris. Dernière question. Quel impôt a créé Michel Rocard en 1990 Solidarité. destiné à participer au financement de la sécurité sociale? Solidarité. Non, la CSG, La CSG, exactement. Ouais, ça, elle portait au départ le temps. la contribution sociale généralisée. Solidarité, c'était au départ. Ah ben, on s'en fout du départ. Moi, je vous parle de la CSG. Non, mais donc c'est c'était comme la loi Michel séparatiste. Rocard. C'est comme la loi pour la refondation de la laïcité, dont le nom premier était la loi séparatisme. Excusez-moi. Sabrina, tu confirmes? Oui, T'es tout en à plein fait. dedans. Séparatisme, tout ça. Ouais. Hein, t'en as parlé. Tout à Tu l'as fait. voté cette loi? Ah, mais j'étais pas encore élue à ce moment-là. Ah d'accord, ok, très bien. Mais je l'aurais pas voté. On ne sait pas ce qu'elle aurait voté ou Ah pas. non, je l'aurais pas voté. Tu l'aurais pas voté? Alors, Sabrina, est-ce que les lois sont votées en bloc, nécessairement, ou est-ce qu'on peut se permettre de voter un article qui nous va et pas les autres? Comment ça se passe? Ah oui, on peut voter des articles avec lesquels on est d'accord et d'autres avec lesquels on est en désaccord. On peut voter à la fin contre le texte, même si on a validé certains articles. D'accord. Donc on peut même voter certains amendements dans un article sans voter l'article. D'accord. Donc tout est possible. Alors, mais la question plus précise, on va la faire direct. Est-ce qu'on peut aussi voter par à son âme et conscience sans prendre l'avis de son propre groupe?
En fait, chaque groupe s'organise très différemment. Donc, je vais parler que pour le groupe écologiste. Nous, en général, on a des réunions de préparation sur les textes où il y a une position commune qui se dégage avec une liberté de vote à la fin. Donc, c'est-à-dire qu'on a une position. En général, on essaye de défendre les arguments en pour, en contre sur le texte. Soit tout le monde est d'accord, soit il y en a qui ne sont pas d'accord. Et du coup, il y en a qui votent en leur âme et conscience. Est-ce qu'il y a des votes que tu regrettes après réflexion? En 6 mois. Franchement, non. Je pense que j'ai tout voté. Si je prends un seul exemple, par rapport à mon groupe, j'ai voté l'amendement sur le fioul. Ouais. J'étais la seule élue élevée à le voter. Et on m'a beaucoup posé la question et reproché aussi. Mais pour moi, c'était vraiment une question de justice sociale, même si, bien sûr, la question environnementale est très importante. Mais je trouvais ça très dur de sanctionner des personnes qui n'ont pas les moyens de changer leur chaudière aujourd'hui et qui, du coup, seraient pénalisées en ne votant pas cet amendement. Alors, est-ce que ça se passe de la manière suivante? Vous restez chacun de votre côté, groupe, ou alors vous faites des copains de droite, de gauche, je sais pas où? Dans l'hémicycle? Oui, dans l'Assemblée, quoi. Vous parlez avec tout le monde? Alors non, on ne parle pas avec tout le monde. Ah oui, on ne parle pas avec l'extrême droite, par exemple. 89, exclu. Donc non, on ne parle pas avec tout le monde. Il y a le salut républicain quand même. Franchement, même pas. Ah ouais? Non, ah ouais. Même pas. Je sais qu'il y a certains collègues qui ont appris le visage de tous les députés RN pour être sûr de ne pas avoir à les saluer quand ils les croisent. Donc non, il y a des C'est limites, pas très républicain quand même. Je pense que les propos qui tiennent au sein de l'hémicycle sont pas du tout républicains non plus. Ouais, mais quand même, ils ont été élus par le peuple. Oui. Voilà. Oui. Donc. Mais on n'est pas obligé de valider les propos, le contenu politique de ce qu'ils portent à l'Assemblée. Et on n'est pas obligé de participer à la normalisation du Rassemblement national en faisant comme si c'était des députés comme les autres. Ce ne sont pas des députés comme les autres. Et d'ailleurs, les propos qu'ils tiennent au sein de l'hémicycle montrent que ce ne sont pas des députés comme les autres. Et Madame la Présidente, alors, on en dit quoi? Madame la Présidente. De l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on en dit? On en dit qu'elle fait vice-présidente. partie de la majorité. Laquelle? Non, il y a le Braun-Pivet. Il y a la présidente. Oui, c'est une présidente de la majorité présidentielle. Oui. Donc elle est républicaine, elle se comporte bien? Elle est républicaine, elle gère les présidences de l'Assemblée de manière républicaine. On a des désaccords, mais qui sont des désaccords de fond, de toute manière. Alors, dans un instant, on va parler, parce que tu fais partie, comme tous les députés, je crois, d'une commission, hein, c'est ça? Et toi, tu es aux affaires étrangères? Oui, tout à fait. Et tu as un sacré casting avec toi. Oui. J'ai un sacré casting à la commission. Ça donne envie, hein? Oui, d'y siéger, de les écouter, pas toujours, de les contredire souvent. Éric Ciotti? Oui. Meyer Habib? Oui. Marine Le Pen? Oui. Ça va déjà. Marine Le Pen, c'est encore plus bizarre. Pourquoi elle s'occupe des affaires étrangères alors que son Parce qu'elle boulot, c'est la France d'abord? Parce qu'elle se constitue une image, une autorité pour la prochaine gouverner. Et elle vient d'envoyer une délégation en Arabie Saoudite pour construire des liens entre son parti et l'Arabie Saoudite et vendre le message qu'elle n'est pas anti-arabe, qu'elle est anti-immigration, l'immigration irrégulière, et construire donc une image... Pour l'Arabie Saoudite, le sabre a intérêt d'être aiguisé. Oui. Dans un instant, on va parler un peu de tes 6 mois, ma chère Sabrina Sebaï, députée de la 4e circonscription. Mais Sabrina, elle a aussi une vice-présidente du Front National. De l'Assemblée. Il y en a même 2. Qu'est-ce que vous faites quand c'est elle qui préside ou que c'est eux qui président? En fait, on n'a pas le choix on participe bien sûr aux travaux de l'Assemblée, puisque ça voudrait dire ne pas participer parce qu'ils président. Mais voilà, nous, en plus, on est très tranquille là-dessus. On n'a pas voté pour eux, on a voté contre leur candidature. Et on estime que, pour le coup, c'est une faute politique d'avoir nommé 2 vice-présidents du RN. Ils ont été élus grâce aux voix de... Amin Sa. Absolument. Comment ça va, mon Amine? Très bien. Madame la députée est avec toi, tu la connais? Oui, on se connaît, on s'est déjà croisés. Ah ouais? Ça va, vous entendez bien? Moi, il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'embrouille? Non, jamais. J'ai aucune embrouille avec personne. Ah, d'accord. Je sais pas, je préfère savoir, moi, vous savez. La France veut savoir. On est des gens polis, respectueux. À ce propos, Madame Bourdin qui est décédée, je ne sais pas si c'est la femme du journaliste Bourdin qui, elle, était spécialiste
Ah non, au CNRS. Non, rien je à ne pense voir. pas. Ah non, rien à voir. Françoise Bourdin, Rien à voir. c'est une écrivaine. Une romancière. Une romancière qui a La vendu femme pas de mal Bourdin, de c'est livres. hein. elle porte pas C'est son Anne nom. Niva. Non, c'est Anne Niva. Anne Riva, absolument. Anne Rien à Niva. voir. Anne Niva est toujours vivante. Oui, elle est vivante. Anne. si Arrêtez tu nous d'enterrer entends. tout le monde, Tarek, ça suffit maintenant. À la fin de l'année, il faut faire tourner les compteurs. Dans un instant, on va parler avec Sabrina, donc de ces 6 mois. Si vous avez des questions, tiens, amis auditrices, auditeurs, sur les députés. Qu'est-ce qu'un député? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'un député? Bah, c'est le moment de poser. Hein. On pourrait appeler le quart d'heure de Allô, Madame la députée. 01 40 33 9000. C'est le moment là de les chatouiller un petit peu, nos députés, Sabrina en tout cas, qui vous avait fait le plaisir qui nous avait fait la promesse de revenir. Bon, j'espère que c'est pas la dernière. Hein. Non. Le mandat risque de durer 5 ans, tu crois? Bah écoute, franchement, on sait pas trop parce que Ah ouais. pendant 6 mois et 5 quelques semaines, ils ont agité la torchon. question de la dissolution, mais c'était plus, à mon avis, pour resserrer les rangs avec les LR, pour les rappeler à l'ordre, LR et le MoDem. Et puis là, on sent qu'à partir du moment où ils trouvent des majorités en fonction des textes, ça a l'air de tenir. Après, sur les retraites, on verra. Pour l'instant, on était essentiellement sur des 49.3 liés au projet de loi de finances. Oui, mais ils ont quand même trouvé des majorités sur certains textes, sur le pouvoir d'achat, sur Oui, mais ça devient. les Ouais, autres mais textes. Ça va pas assez- tenir longtemps quand même cette histoire. C'était assez Oui. léger Ouais. comme texte. Le C'était pas texte- des textes clivants. Ouais, à mon avis, les deux textes qui vont être La réforme des C'est retraites. l'immigration et les c'est- retraites. Ouais, Et c'est l'immigration. asile, immigration et les retraites. Ouais, et tout ça, c'est au mois de janvier. Non, asile et immigration, ça sera en avril, puisqu'il passe d'abord au Sénat, en première lecture. En plus, en plein ramadan. Ah, ils font exprès, franchement. C'est abusé. À tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le grand forum. Courneuve, Tarek Mami, journaliste, Mam, notre chroniqueur. Sabrina Sebaï, Madame la députée de la 4e circonscription des Hauts-de-Seine sur France Maghreb 2. Alors vous, amis auditrices, auditeurs, bien vous avez peut-être des questions à poser à une députée qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, qui ne nous est pas inconnue évidemment. Sabrina Sebaï, ici sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Je peux faire de la provocation ou pas? Commencez, oui. Bon. Madame la députée, vous savez que c'est grâce à Christophe Fro et LGF que vous avez été élu. Bon, vous faites du Cyril Hanouna là. Arrêtez. J'ai demandé l'autorisation. Hein. Ouais, non. C'est vrai, de Non, faire non. la provocation. Non. Alors Sabrina, si tu devais faire un petit bilan calmement de ces 6 premiers mois à l'Assemblée nationale, quel serait, enfin voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu te sens 6 mois après t'être installé, avoir découvert un petit peu tout ce système que tu ne connaissais pas hein, finalement. Maintenant voilà, t'es en haut de l'appareillage du système politique français. Aujourd'hui, c'est une institution importante qu'est l'Assemblée nationale parce que c'est là où on décide des lois finalement. Bah écoute, pour pas être trop long non plus, c'est une institution qui est extrêmement importante. En fait, tu te rends compte vraiment de l'importance de ce que tu votes parce que ça impacte directement finalement les Français dans leur quotidien. Hein, quand on vote la levée du pass sanitaire ou la question du pouvoir d'achat ou vraiment tout ce qu'on a voté dernièrement ou pas voté d'ailleurs parce qu'on était en désaccord. Et puis surtout, moi ce que je peux dire, c'est qu'on apprend très très vite en réalité à travailler, à comprendre le fonctionnement de l'institution pour peu qu'on s'y intéresse un peu. On peut aussi très très vite vivre dans une bulle finalement à l'Assemblée en étant complètement déconnecté de la réalité de ce que vivent les uns et les autres. Et comment on fait justement pour pas être coupé de la réalité? Et ben en fait, il faut garder vraiment un équilibre avec sa famille, ses amis, avec le travail de circonscription, les associations et le travail de terrain. C'est extrêmement important parce que sinon, vraiment, on peut vivre du lundi au dimanche dans cette bulle de l'Assemblée nationale. On mange sur place, on dort sur place, on travaille sur place et finalement, on voit personne d'autre. Et je trouve que c'est extrêmement dangereux parce qu'on n'a plus du tout le sens des réalités. Donc moi, si voilà, le conseil à donner, c'est je pense que tout le monde peut y arriver. C'est-à-dire, quel que soit son parcours et d'où on part, on peut arriver à l'Assemblée nationale et porter des choses importantes. Moi, je sais qu'il y a plein de combats que je voudrais porter et la question du 17 octobre en fait partie, mais pas que. Moi, j'ai été caissière à Carrefour pendant 5 ans. J'ai des collègues encore qui y sont et il y a plein de choses que je voudrais porter pour elles. Et puis, en fait, il faut y croire et en fait, tout le monde peut y arriver, tout le monde peut porter ses convictions jusqu'au bout. Comment ça se passe pour déposer un projet de loi, par exemple? Une proposition de loi. Ouais, alors proposition de loi, en fait, tu as C'est deux ce que tu as fait pour possibilités. le 17 octobre, Sur le notamment. 17 octobre, c'était un sujet que je connaissais déjà un peu, donc on y avait travaillé. Et donc, en fait, il faut trouver des députés qui sont d'accord pour signer avec toi. Et tu la déposes. Ensuite, il faut attendre qu'elle puisse être inscrite à l'ordre du jour, soit dans une niche parlementaire,
Donc des groupes politiques, puisque nous on est dans l'opposition, donc il faut attendre qu'on ait notre niche. Soit tu peux avoir tout un travail de fond. Là, je suis en train de travailler sur la lutte contre l'obésité, par exemple. Et c'est une proposition de loi sur laquelle je travaille depuis plusieurs semaines, parce que j'auditionne beaucoup de scientifiques, de médecins, la CNAM, enfin beaucoup d'acteurs qui travaillent sur la question de l'obésité pour justement construire avec eux un texte. Donc voilà, tu as 2 possibilités de travail. D'accord. Alors, ça consiste en quoi la proposition sur le 17 octobre ? Alors, la proposition le 17 octobre, comme c'est dans le cadre d'une niche d'opposition, c'est un texte qui est très très court et en fait, c'est 2 articles. Le premier, c'est reconnaissance de la répression sanglante du 17 octobre. Et le deuxième, c'est commémoration officielle, inscription à l'agenda des commémorations officielles en France pour que toutes les municipalités soient obligées de commémorer cette date. Donc voilà, c'est 2 articles avec un rappel historique des faits. Et on m'a beaucoup questionné sur pourquoi l'usage de répression et pas massacre. Mais en vrai, quand on avait commencé à travailler le texte au départ, on avait mis le mot massacre, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de qualificatif réellement juridique du terme de massacre parce que c'était génocide, en fait, le qualificatif. Donc on a été obligé pour que la loi ne soit pas retoquée au Conseil constitutionnel pour non compréhensible, enfin parce qu'elle ne serait pas compréhensible, on a été obligé de mettre le terme répression qui lui représente un qualificatif juridique. T'as posé une question dans l'hémicycle, toi, en pleine séance de questions au gouvernement ? Oui, Ouais. oui. Ta première, c'était adressé à qui ? C'était à la Première ministre et c'était sur la crise énergétique et l'augmentation des bailleurs sur les charges locatives. Donc avec une explosion des tarifs, avec certains bailleurs qui avaient fait des appels de plus de 800 € sur les quittances de loyer pour les locataires à Suresnes notamment. Et pas vrai. Azine Taibi, tu avais réagi, il me semble. Et j'ai posé une autre question sur la dissolution des groupuscules d'extrême droite suite à l'attaque sur la mairie de Stein. Ça, c'était pour Darmanin. Oui, c'était pour Darmanin, mais il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Et comment ça se passe, par exemple, quand on pose une question, c'est le groupe qui décide d'envoyer telle personne, faut la déposer avant la question, comment ça se passe ? En fait, le mardi... C'est des questions un petit peu bêtes, mais que les gens veulent savoir. Hein. Ouais, nous, en fait, on s'organise, le mardi matin. En général, on envoie un peu les questions sur lesquelles on voudrait réagir. Donc, en fait, on a... Mais ça tourne, quoi, c'est pas toujours les mêmes. Ça tourne, c'est pas toujours les mêmes. Nous, on a fait le choix d'avoir toujours une question sur le fond, soit sur un sujet vraiment d'écologie ou de fond, plus une question en lien avec l'actualité, parce qu'en fait, en fonction de la taille du groupe, tu n'as pas le même nombre de questions. Ouais. Le groupe écolo n'en a que 2. Par exemple, LFI en a 4. Ah ouais. Donc, forcément, nous, ça restreint le choix. Donc, le mardi matin, en général, en réunion, on décide de manière démocratique dans le groupe quelles questions on retient et quel député pose les questions. Et on ne donne pas la question, mais juste le thème ou le sujet et à quel ministre on va la poser. D'accord. Écoutez, c'est parfait tout ça. Amine, t'as une question pour Sabrina ? Non, pas précisément. Enfin, pas pour le moment en tout cas. Mais Ouais. si, peut-être une question, mais j'ai peur qu'elle soit un peu fâcheuse. Vas-y, on est bien. Je veux pas l'embêter, mais on voit bien sur l'unité de la NUPS, notamment sur les questions Ça de m'arrange que tu la motion. poses, je voulais la Je poser. parce que j'imaginais bien que tu avais envie de le faire. Bah, évidemment. Mais me connais. c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé ici et qu'on aborde régulièrement parce que les 49.3 se sont un peu, succédés les uns derrière les autres. Et du coup, à chaque fois, on s'interrogeait de savoir comment cette unité de départ avec, depuis l'élection législative jusqu'à la première motion déposée qui avait recueilli plus de 150 voix, donc la quasi-totalité de la NUPS, enfin la totalité de la NUPS, voire même quelques voix de non-inscrits. Comment aujourd'hui ça se passe dans cet intergroupe où on voit bien qu'il y a de moins en moins de solidarité sur les motions. J'imagine que tout le monde est en désaccord avec ces 49.3, mais comment est-ce que ce groupe qui est issu d'une réflexion et surtout qui avait volonté d'unir la gauche, parce que c'était ça l'objectif. Alors après, il y a ceux qui disent que c'est un accord électoral et ceux qui disent que c'est un accord politique. Moi, je crois qu'on était d'abord sur un accord électoral. Sur un accord électoral d'abord, plus qu'un accord politique, et c'est ce que je regrette le plus. Mais du coup, est-ce que ça peut durer encore comme ça pendant tout un quinquennat avec autant de d'effritement finalement ? Alors, en fait, vraiment, moi, je pense qu'il faut dédramatiser ce qui se passe au niveau de la NUPES. Parce que je trouve qu'en fait, les médias, de manière générale, font énormément de focus à chaque fois qu'il y a un petit accroc ou un grain de sable dans le truc en disant « Attention, c'est la fin de la NUPES, ils vont se séparer, etc. etc. » La réalité, c'est que sur les motions de censure, nous, on avait dit, et certains groupes le partageaient, c'était qu'en fait, on n'était pas obligé de déposer une motion de censure à chaque 49.3. Si on prend, je crois que c'était à l'époque Michel Rocard qui avait fait 28 49.3, il n'y a eu que 5 motions de censure.
Donc en fait, c'est pas automatique, il n'y a pas d'obligation. Nous, ce qu'on avait dit, c'était que la motion de censure permettait d'avoir un débat sur le fond politique, ce que ne permet pas le 49.3 puisque ça coupe le débat. À partir du moment où elle est déposée une fois sur un texte qui était le projet de loi de finances, une fois sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous, ce qu'on aurait souhaité, c'était de déposer une fois cette motion de censure pour le premier et pour le dernier 49.3. La France insoumise a une stratégie différente, qui est de dire à chaque 49.3, on dépose une motion de censure. En fait, sur le fond, on partage. Sur la méthode, on n'est pas d'accord. Mais ça, c'est pas grave, en réalité. On a le droit d'être en désaccord sur les méthodes. Sur les autres 49.3, s'il y en avait sur d'autres textes, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Et la NUPES, dans son ensemble, signera et déposera une motion de censure. Ce qu'il faut, c'est éviter de banaliser la motion de censure à tel point que la première était hyper médiatisée et que tout le monde en parlait. Et au fur et à mesure, 8e, 9e, 10e, enfin, les gens, franchement, ils ont totalement décroché. Ça ne parlait plus à personne. Donc, il faut garder un peu faut sanctuariser un peu cette motion de censure pour qu'elle ait une importance politique et que ça soit un acte politique fort et pas une banalisation comme le 49.3. Et puis, je rappelle que sur les votes, on a bien sûr des votes différents. On n'est pas... La NUPES, c'est une alliance de différentes organisations politiques qui n'ont pas les mêmes idées sur tout. Donc forcément, les votes ne seront pas similaires, mais c'est la même chose au sein de la majorité. Si on prend l'amendement qui avait été déposé par le MoDem sur les super-profits, on a 19 députés de La République En Marche qui l'ont voté. On a des députés Horizon qui l'ont voté, on a des députés LR qui l'ont voté et le MoDem qui l'a voté. On n'a pas dit « Attention, Renaissance s'effondre, c'est la catastrophe, c'est la guerre entre eux ». Personne ne l'a dit. Et pourtant, ils ont voté différemment. Ils ont voté différemment sur d'autres textes. Donc, il ne faut pas faire en fait d'un non-événement du fait qu'on ait des stratégies différentes ou certains positionnements politiques différents, le fait que la NUPES ne fonctionne plus. Je pense que ce n'est pas vrai. Et par ailleurs, la NUPES fonctionne, c'est-à-dire que la coordination se réunit toutes les semaines et il y a un vrai travail avec tous les groupes politiques de la NUPES. Mais du coup, une autre question me vient à l'esprit. Si on ne dépose pas de motion de censure au moment où il y a un 49.3, de quelle manière est-ce qu'on montre son opposition à l'Assemblée nationale ? Mais on l'a déjà fait parce que les 49.3 qui ont été déposés ont tous été déposés sur le même texte. En fait, oui, c'est parce qu'il à chaque fois, voilà. En vrai, ils ont déposé un 49.3 sur la partie 1 du projet de loi de finances, sur la partie 2, sur la partie 3, quand il est revenu. C'est la même chose. Mis à part reprendre la parole lors d'une motion de censure pour redire ce qu'on a déjà dit à la première motion de censure, on n'apporte pas plus de débat. Moi, je pense qu'il faut les laisser continuer à se ridiculiser en posant des 49.3, y compris quand c'est pas nécessaire et quand on pourrait avoir des débats, ou alors montrer justement leur incohérence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vote des amendements qui sont gagnés, comme l'amendement sur la rénovation énergétique des logements, et là, tout de suite, on dégaine le 49.3. Donc ça montre aussi qu'ils ont peur finalement de cette démocratie. Et je pense que c'est largement suffisant sans avoir besoin de redéposer systématiquement une motion de censure qui nous affaiblit en plus politiquement, parce que vous l'avez dit, à chaque fois, il y a de moins en moins de monde. En plus, la dernière, c'était quand même, je crois, un samedi, c'était le samedi 19 décembre. Il y avait quasiment plus personne. Il faut aussi se rendre compte que les députés qui ne sont pas en région parisienne, ben, en fait, ils rentrent chez eux. Dès le jeudi soir, en général, ils retournent en circonscription parce que le vendredi, ils ont plein d'événements. Donc forcément, ça facilite pas non plus la vie démocratique au sein de l'hémicycle, et je pense que c'est ça aussi qu'il fallait éviter. Donc promis, prochain 49.3, enfin prochaine réforme en tout cas, il y aura une unité de la part des NUPES. Ah mais ce qui est certain, c'est que s'il y a un 49.3, soit sur les retraites, soit sur asile et immigration, je pense que la NUPES sera unie pour signer et déposer une motion de censure, oui. Sabrina Sebahi, députée avec nous sur France Maghreb 2 aujourd'hui. Est-ce que tu as fait partie des signataires de ces gens de la LFI et de la NUPES, donc, qui ont demandé à ce que M. Kapnin soit exclu? Non, mais c'était interne à LFI. C'est un peu sorti, mais ça a été globalement, c'était plutôt les jeunes insoumis qui ont sorti ce texte pour demander son exclusion. Nous, on avait été quand même, je pense que le groupe écologiste avait été assez clair au moment de cette affaire en disant que... Vous avez une autre affaire, vous, avec Bayou, par exemple. Oui, qui était différente, oui, sur voilà. laquelle on a tout de suite mis en retrait Monsieur Bayou et qu'on a attendu le fait que l'enquête se déroule au sein de la cellule donc, du parti pour attendre de prendre une décision. Là, pour le coup, l'affaire Kapnin, c'est un peu différente puisqu'il y a une condamnation. Et donc, c'est vrai que le groupe écologiste, dès le début, avait dit qu'à partir du moment où il y avait une condamnation, il fallait prendre ses responsabilités. Donc maintenant que la direction des LFI décide de le suspendre 4 mois et de le réintégrer, c'est un peu incompréhensible, je l'avoue, de notre côté. Bon, c'est pas la décision que nous, on aurait prise. D'accord. Très clairement. Bon, t'as été en Algérie avec le président Macron? Oui. Oui. Tout à fait. Tu regardes quel souvenir de ce voyage?
C'était très rapide, 3 jours pour faire Alger-Oran. D'ailleurs, j'ai rencontré Monsieur Mami lors de cette délégation. Donc, énormément de monde, des annonces sur la question mémorielle notamment, des partenariats économiques, bien évidemment. Je pense que c'était d'ailleurs le cœur du voyage, c'était la question du gaz et des accords économiques. Il nous a dit qu'il n'était pas là pour ça. Un petit il peu nous aurait quand menti. même. Un petit peu quand même. Et donc voilà, je le disais, des annonces sur la question mémorielle et puis sur les visas, puisqu'il était très attendu sur la question des visas. Et ils viennent de débloquer en 2 temps, puisque d'abord, on augmente un petit peu, puis finalement, ils viennent de remettre les visas au même taux que ça l'était avant cette fameuse crise des visas pour les 3 pays du Maghreb. Ouais, c'est ça. Bon, Sabrina, je suis content de te voir en tout cas, et ça fait plaisir que... dernière question avant qu'on passe à nos sujets aujourd'hui d'actualité. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que... au sein de ton activité professionnelle aujourd'hui, qui est donc députée, que tu as découvert et que tu ne soupçonnais pas auparavant? La salle de sport de l'Assemblée nationale, peut-être? Oh, elle est pas terrible. Hein. Non mais vraiment, c'est une question sérieuse là. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu disais, ah ouais, quand même, ça fonctionne comme ça, ou ah oui, ça se déroule de cette manière-là, il faut agir de telle manière pour obtenir telle chose. Voilà, il y a des choses que tu as apprises quand même sur le terrain, j'imagine. On apprend, ce que je disais, on apprend énormément de choses. Quand on devient député, on apprend déjà le fond des textes, comment se construit un texte de loi, le travail avec les autres députés. Ouais. C'est long, ça demande du travail. Moi, j'avoue que je découvre aussi une institution qui a gardé une forme de prestige très important, dans le sens où moi, ce qui m'a marqué, c'est quand je suis arrivée, le premier jour limite, les huissiers avaient déjà appris tous nos noms, ils nous connaissaient, ils étaient capables de donner nos noms, donc c'est quand même assez impressionnant de voir cette administration qui fonctionne au quotidien. Et puis, peut-être aussi ce que représente le statut de député pour énormément de monde, dont moi, je n'avais absolument pas conscience, y compris d'ailleurs auprès des préfets, des maires. Question plus personnelle, quelle a été la réaction de tes parents de voir leur fille rentrer à l'Assemblée nationale? Mes parents, ils étaient très, très fiers de cette entrée à l'Assemblée nationale, bien sûr. Je les ai invités, ils sont venus visiter. Donc, ils ont été aussi très impressionnés par le Palais Bourbon et par tout ce qu'il y a autour. Donc, grande fierté, mais pas que mes parents, en réalité, une grande, grande partie de ma famille qui me suit, même en Algérie, tu vois, sur mes activités. Donc, Ouais. Tu as fait partie de ceux qui ont proposé cette loi sur Israël et l'apartheid? Oui, j'ai signé cette elle est résolution. Quoi, celle-là? Elle est déposée, c'est pareil, on attend qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour pour pouvoir en débattre. Et Meyer, il t'a salué là-dessus? Non, je rappelle que le ministre de... Il va co-signer. Bien sûr, il a été l'un des premiers co-signataires d'ailleurs. Ouais, non, pas du tout. Député d'Aknesset ou de la France? On sait pas trop. On sait plus, parce qu'autant on le voit un peu perdu avec lui. Ça a été compliqué parce que quand on a signé cette résolution, on a quand même été traité d'antisémite par de nombreuses personnes. Voilà, donc après, faut assumer, je pense, politiquement. Puis le terme d'apartheid, il a été... c'est des ONG qui ont fait un travail de terrain très sérieux, et dont Amnesty International, qui reconnaît, qui dit que oui, aujourd'hui, il y a de l'apartheid qui est faite par le gouvernement israélien. Et je pense que ce débat devrait être sain en réalité. Et le fait de transformer toute prise d'opposition politique sur ce sujet en indiquant que les personnes qui prendraient position pour la Palestine, par exemple, seraient antisémites ou autres, je trouve que justement c'est extrêmement dangereux pour notre démocratie. Dans un instant... Christophe, juste sur les visas, moi je suis heureux de voir... J'ai la pub dans 2 secondes là. Alors si vous pouvez garder après la pub pour les visas, il n'y a pas de problème. Non, je reviendrai après la pub parce que je suis vraiment content de ce qui arrive aujourd'hui. Ah oui? Bon, on y reparle dans un instant. Tout de suite, on va parler de la recrudescence du Covid en Chine. On réouvre tout, mais le problème c'est que ça explose. À tout de suite. Hop, pub, on y va. Venez. Sabrina Seba et Tarek Mami Imam sont avec nous aujourd'hui. 01 40 30 39 000 les amis, pour venir parler avec nous, échanger, débattre ensemble. Tarek voulait nous parler des visas. Alors donc les visas, on est revenu à la normale. Hein. Voilà. Moi je veux vous parler des visas parce que Madame la députée à ma droite est dans son rôle de faire ce qu'elle a à faire à l'intérieur de l'Assemblée. Et moi j'ai estimé qu'en tant que journaliste représentant France Maghreb 2, faisant partie des délégations, j'allais dire des journalistes qui accompagnent le président à l'étranger, que je dois imposer ce sujet qui est complètement laissé de côté, pour ne pas dire ignoré, rejeté par mes collègues journalistes français. Et à dire c'est normal. Non, c'est pas normal. Bah si, non, la France, excusez-moi.
c'est pas normal, Christophe, parce que quand on va au sommet de la francophonie et en Tunisie, l'Ukraine n'est pas le principal sujet. Et je me suis battu, je leur ai dit maintenant je vais la reposer après l'avoir posée à Alger, parce que l'Ukraine, venir à Djerba, où il fait 27 degrés, où tout le monde est heureux de voir ce président pour parler d'Ukraine, c'est un non-sens. Vous êtes libre de faire ce que vous avez fait, et j'ai posé ma question. Et donc la question à Alger, elle est sur le YouTube de la radio, cher Christophe, chères auditrices, chers auditeurs, elle portait sur le fait que des parents ne peuvent pas venir voir leurs enfants, leurs petits-enfants, qu'ils payent en gros, le montant n'a pas d'importance, mais en gros 200 €, et quand ils ne reçoivent pas le visa, ils ne sont pas remboursés de leurs 200 €, ce qui est injuste. Le président n'a pas répondu à côté, il a répondu un peu à côté. Et puis en Tunisie, j'ai mis les pieds dans les plats, ou les plats dans les pieds, je ne sais même plus parce que j'étais énervé, et j'ai posé la question. Le plat dans les pieds, ça marche aussi. Ça peut marcher, hein, mais j'allais dire, j'étais énervé parce que les collègues voulaient parler d'Ukraine, et j'ai posé la question, cette fois 2 questions. Un, sur les visas et sur le fait que des personnes, je n'aime pas le mot de personnalité, mais des personnes installées chez eux et qui viennent pour des réunions de travail ou pour visiter des salons n'ont pas ce visa. Et surtout le deuxième, on était en plein sommet francophonie, cher Christophe, vous venez dire francophonie, le matin, vous déclarez que la francophonie est une sorte de voyage et vous fermez les portes des visas. Donc, les gens qui ont les moyens, ils n'iront plus en France, ils ne parleront plus français, ils auront parlé anglais. Et là, je pense que je l'ai titillé, il était 23h30, parce que tout le monde était fatigué. Et je renvoie les auditeurs à aller écouter la réponse du président, près de 8 minutes. Et à la fin, quand il n'avait plus d'arguments juridique ou politique, elle me dit les États maghrébins sont susceptibles. La France a aussi le droit d'être susceptible. Et on a fait ça par susceptibilité. Ouais. Et là, après, il est parti sur l'écologie et tout ça. Et quand on est parti, les journalistes français sont venus me voir, mes collègues, pour me dire vous l'avez poussé à bout. 7 minutes, nous on attendait derrière pour qu'il réponde sur l'écran. Mais là, on a compris quelque chose de visa. Et donc, je disais que Madame la députée fait son travail à l'Assemblée. Moi, j'estime que nous, journalistes, intellectuels, chanteurs, artistes, quand on a ces occasions de rencontrer le président de la République et de tous ces décideurs, nous ne devons pas penser perso à une carrière, je sais pas quoi. On doit aussi être porteur des idées que nous portons dans la vie. Oui, est-ce que le président décide de tout, ce qui n'est pas sûr non plus? Oui, voilà. En définitive, oui, parce que lui, il fait le calcul, il met dans la balance les rapports géostratégiques France-Maroc, France-Algérie, France-Tunisie, je ne veux parler que de la Tunisie. Demain, si la Tunisie tombe économiquement et socialement, il y aura une guerre civile. Et cette guerre civile en Tunisie, elle impactera l'Algérie, elle aggravera la situation au Liban. Et donc, qu'il le veuille ou pas, il faut qu'il stabilise la Tunisie, non pas en Tunisie. La situation en Libye, tu voulais dire? Non, en Tunisie. Si la Tunisie tombe, aujourd'hui, elle est en train de tomber économiquement, et que la France ne fait pas ce qu'il faut pour soutenir, y compris au nombre de visas, de circulation et tout ça, l'effondrement de la Tunisie aggrave la crise en Libye. Et a des répercussions négatives sur l'Algérie. Et donc, vous voyez que vous partez des visas et vous arrivez à de la géostratégie dans l'intérêt de la France. Et donc, c'est pour ça que le président, lui, c'est pas Madame la ministre de la Colonna des Affaires étrangères, ni Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'une au Maroc, l'autre en Algérie, qui a décidé de sa propre tête de dire on revient à la norme des visas. C'est le président de la République qui, on prépare le voyage, je dis vous pouvez aussi dire ça. Donc, le président, dans ce pays, on a un président qui décide de tout. Le roi. Oui. On l'a toujours appelé, il n'est pas le premier, depuis De Gaulle, on appelle ça le roi républicain. Ouais. La monarchie républicaine. La monarchie républicaine. Ouais. Bon, alors, dans un instant, on va parler de la Chine. Belle transition, tiens. De la Chine qui avait décidé, vous le savez, de pratiquer la politique du zéro Covid en fermant tout, en bloquant tout, en confinant tout. Ça fait 3 ans et demi que ça dure. Et puis là, d'un seul coup, on réouvre tout, pour le coup. À partir du 8 janvier, d'ailleurs, il n'y aura plus de quarantaine imposée, plus rien demandé. Les Chinois pourront sortir et tout le monde pourra venir tranquillement en Chine. Sauf que là, aujourd'hui, il y a un problème. C'est qu'il y a une recrudescence de Covid. Alors on nous dit que c'est un variant qui est, ma foi, assez peu dangereux, mais qui est quand même extrêmement on se contamine beaucoup, contagieux, voilà, c'est le terme, et les hôpitaux sont remplis, et on en reparle dans un instant. Quel impact sur l'économie? Parce qu'on parle quand même de pas moins de 180 nouveaux variants
qui émanent de la Chine, qui est un très grand pays, vous le savez, évidemment, où le Covid circule dans des grandes villes. Voilà, il se fait plaisir pour le coup. Eh bien, on en parle avec vous dans un instant, au 01 40 33 9000. Est-ce qu'il faut être inquiet de ce qu'est en train de faire la Chine? Politique peut-être un petit peu sous-estimée pour le coup, d'avoir tout bloqué et puis de tout débloquer, d'avoir tout bloqué et de tout débloquer d'un coup. N'est-ce pas forcément la meilleure stratégie? On en reparle. Le LGF avec Amine Sa qui est avec Madame la députée Sabrina Sebaï, Tarek Mam, la belle histoire, direction la Chine. La Chine décide d'assouplir encore un peu plus ses restrictions sanitaires. À partir du 8 janvier, la quarantaine imposée aujourd'hui à tous les voyageurs qui entrent sur le territoire sera supprimée. Situation paradoxale, hein. Après 3 ans d'isolement total, la Chine choisit de s'ouvrir au monde alors que les cas de Covid se multiplient dans le pays, que les hôpitaux débordent de patients. Plus de place dans les chambres funéraires. Les corps sont entreposés jusque dans des conteneurs. On allait mourir si on ne rouvrait pas. L'économie, c'est le plus important. La réouverture s'est faite trop rapidement. Beaucoup de gens le pensent. En termes de médicaments, d'équipements, nous n'étions pas prêts. À Shanghai, une file d'attente interminable pour récupérer les actes de décès. Cause officielle de la mort, rhume sévère. Où sont les experts qui ont décrit le Covid comme un rhume? Invitons-les à visiter les crématoriums. Ils comprendront la situation. Sabrina Sebaï, finalement, la politique chinoise en matière de Covid s'avère être un échec. Ah bah, ce qui se passe, c'est que déjà, il y a eu une contestation très très forte de la population chinoise par rapport aux restrictions qui ont été faites sur le Covid, parce que c'était extrêmement compliqué. Moi, je me rappelle d'une vidéo qui avait circulé dans un magasin où ils avaient eu un cas de Covid et ils ont fermé les portes des magasins pendant 48 heures. Ils ont laissé les gens à l'intérieur parce qu'ils devaient tester tout le monde, etc. Donc, il y a comme une contestation très forte qui est montée de la population. Et puis, oui, à partir du moment où on est plus d'1 milliard, le virus continue de circuler. Et en fait, ils décident limite de rouvrir le pays au plus mauvais moment pour eux, puisque c'est un moment où il y a une explosion des cas de Covid. Ouais. Et c'est très bien dit par le monsieur qui dit oui, mais c'est l'économie avant tout. Bah non, je pense qu'à un moment, c'est pas l'économie avant tout. Si les gens meurent, il n'y a plus d'économie. Absolument. Donc c'est là où ils font une grave erreur. Et d'ailleurs, les États-Unis envisagent de remettre des tests pour les gens qui viennent de Chine, et l'Italie vient d'annoncer qu'ils remettaient des tests pour les gens qui viennent de Chine. Donc de toute manière, même si eux lèvent les restrictions, vu l'explosion des cas de Covid chez eux, c'est les autres pays qui vont mettre des restrictions pour les gens. Non, mais ça veut dire que pendant 3 ans et demi, ce pays s'est fermé au monde. Hein. On a confiné la population, etc. On réouvre au bout d'un moment, on se dit faut peut-être revenir, quoi. Et là, c'est la catastrophe. Mais quoi. On a eu très peu d'informations de ce qui se passait en Chine quand il y a eu la première vague du Covid. Ça a été très difficile d'avoir des informations. On ne connaît pas réellement le nombre de décès, on ne sait pas comment a été gérée l'épidémie là-bas. Et en vrai, aujourd'hui, on a un peu plus d'informations, même si d'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils ne donneraient plus les chiffres du nombre de cas de contaminés. Et je pense que le problème sous-jacent qui va arriver très vite, et d'ailleurs on commence à en parler, c'est la pénurie de médicaments, y compris en France, puisque 80% des matières premières pour fabriquer notamment du paracétamol proviennent de Chine. Donc à partir du moment où la Chine prend la décision aujourd'hui de concentrer tout ce qui est produit pour la Chine en priorité et d'arrêter l'exportation, les pharmacies en France commencent déjà à parler de pénurie, en Europe, déjà en France et en Europe, de parler de pénurie, notamment sur les paracétamol, etc. Donc il y a quand même derrière une question de souveraineté au niveau pharmaceutique dont on parle très peu en réalité. Et surtout, après, chaque pays a eu des stratégies très différentes. Si je prends la Corée du Sud, elle a eu une stratégie qui était très dure et restrictive aussi, avec un traquage sur les personnes qui étaient positives au Covid, et ils ont très bien réussi, mais après, on ne parle pas du même nombre d'habitants ni de la même superficie à contrôler. Ouais. Amine, quel impact sur l'économie mondiale, cette recrudescence de Covid en Chine aujourd'hui, et cette décision de ce pays de se réouvrir? Moi, loin de moi l'idée de défendre le régime chinois, mais il faut qu'on fasse attention à ne pas être des donneurs de leçons, quand même. Parce que quand je vois la manière dont on réagit à la situation en Chine, ici en France, j'ai l'impression qu'on veut donner des leçons à tout le monde, sauf qu'un pays de 67 millions d'habitants et un pays de plus d'1 milliard d'habitants, quand on est confronté à une épidémie comme celle-là, la gestion, elle ne peut pas être la même. On est dans des proportions absolument incroyables. Et donc, oui, la Chine a manqué de transparence déjà dans la gestion de sa crise. La Chine n'a
n'a pas joué la bonne partition au moment où il fallait justement lâcher quelque part un peu de l'Est, sans doute peut-être dans les périodes printanières, estivales, où les cas de Covid sont plutôt limités. Là, il rouvre au pire des moments, sachant que du fait de ces restrictions extrêmement importantes, la Chine, en tout cas les Chinois, n'ont pas pu se construire d'immunité collective. Et c'est sans doute là que ça pêche vraiment. Et donc cette recrudescence des cas de Covid, elle est liée à ça. Ensuite, pour ce qui est de l'impact pour le reste du monde, bon, chacun le sait, la Chine, c'est quand même l'usine du monde. Tout le monde le sait très bien. Et donc, c'est là où t'es parti. Tout cet impact sur les médicaments qu'évoquait Sabrina à l'instant, sur notamment tout un tas de produits électroniques, etc., qui viennent à manquer ici en France et partout dans le monde, et oui, l'économie de la Chine est impactée, mais au-delà de ça, c'est l'économie de l'ensemble du monde qui est impactée. Tarek Pami, on se souvient qu'évidemment c'était parti de là-bas, donc c'est ce Covid-19, et que ça avait été d'ailleurs un petit peu, comment dirais-je, on avait un petit peu, comment le terme exact, c'est la ministre de la Santé de l'époque, Madame Agnès Buzyn, qui avait minimisé l'impact et que cela aurait pu avoir en France, en disant vous inquiétez pas, c'est qu'en Chine, tout se passe bien, on maîtrise tout. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on bis repetita. Grosse flambée de Covid en Chine, la Chine qui décide de réouvrir. Est-ce que la France va prendre les mesures? Est-ce que la France va laisser entrer les Chinois sans test, sans rien en France pour que effectivement ce virus puisse à nouveau évidemment circuler ici en France? C'est la question aussi qu'on est en droit de se poser aujourd'hui. Cher Christophe, 3 grosses questions qu'on résume en 3 petites idées. La première, c'est que ça a commencé en Chine. Ouais. Et en Occident, on a dit que c'est la Chine qui fait des expérimentations sur les animaux, qui nous a transmis tout ça. Et dans la foulée, les Occidentaux ont été tout achetés en Chine, y compris les masques, avec des commandes faites, par exemple, par les Français. Les se souvient des images sur le tarmac, c'était absolument... les Italiens vont sur le tarmac, payent en espèces et récupèrent le bagage, les Américains pareil. Deuxième chose, en France, Madame Buzyn, l'actuelle porte-parole qui était ministre de la Santé, nous disait vous inquiétez pas, c'est pas grave, on n'a pas besoin de masques. Et la troisième, donc, c'est tout ce qu'on a subi. Aujourd'hui, en fait, nous découvrons qu'il n'y a pas de stratégie de riposte à court terme ou à long terme, mais que le gouvernement français, comme d'autres gouvernements, réagissent, et j'allais dire, ils réagissent plus sur l'émotion, sur l'économie immédiate, que dans une vision. Et quand quelqu'un comme le professeur de Marseille ou d'autres disent un mot de travers, ils sont jetés. Ce que je souhaiterais, moi, c'est que la France, le gouvernement français et l'État français réfléchissent d'une manière sérieuse sur les conséquences de cette ouverture. Est-ce qu'aujourd'hui la France est assez vaccinée, est assez protégée pour laisser les autres, je ne dis pas n'importe qui, parce que moi je respecte l'humanité dans sa totalité, mais est-ce que, par exemple, on peut imposer le test aux Chinois qui vont venir en France, parce que peut-être qu'ils vont transporter ces 180 variants. L'Italie a décidé de le faire, en tout cas. Voilà, pays qui prend des décisions. Et peut-être c'est là où la faiblesse de l'Europe, c'est que l'Europe se gargarise d'être une union, de faire plein de choses, mais en réalité, chacun fait comme il veut, et que la seule chose où nous payons tous la politique européenne, c'est quand il s'agit d'Ukraine, où on envoie l'argent sans compter, on envoie les armes sans vérifier chez qui elles partent, on coupe les médias par ce qu'il faut se faire plaisir. Donc nous n'avons pas de politique française, aujourd'hui il faut le dire, et nous n'avons pas de politique européenne, et c'est pas à madame la députée que je veux faire la leçon, mais ça tangue à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et tout le monde n'est pas d'accord. Peut-être que la solution serait de faire une espèce de congrès, réunion, donc sénateurs et assemblée, pour non pas voter un énième changement de la Constitution, mais pour un grand débat pendant 2 jours, pour que les élus du peuple, avec le président de la République qui est élu, décident d'une stratégie, j'allais dire majoritaire, en dehors des lignes politiques de leur parti, parce qu'il y va quand même de la santé d'un peuple. Sabrina, il faut faire quoi là, clairement, aujourd'hui? En fait, M. Pami rappelle quelque chose de très important. Il y a quelqu'un qui disait gouverner, c'est prévoir. Oui. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc là, on voit déjà... C'était l'IOT au Maroc. Donc, on voit déjà que rien n'est prévu, et c'était déjà le cas au moment de la première vague du Covid. Vous l'avez rappelé, la ministre de la Santé qui expliquait qu'il n'y avait aucun risque. L'épisode des masques, de la vaccination, enfin, on a eu le droit à tout, vraiment une gestion de la crise totalement chaotique. Calamiteuse. Et
vous dites, oui, il faut réunir les parlementaires et les élus du peuple, oui, mais pour ça, il faudrait se débarrasser des cabinets de conseil. Qui aujourd'hui, eux, pour le coup, encaissent l'échec et prennent les décisions pour nous. Donc c'est eux aujourd'hui qui ont travaillé la stratégie de résolution de la crise sanitaire et on voit bien qu'on est encore dans une impasse aujourd'hui. Je pense que l'Italie a aussi une décision qui est différente, mais parce que au moment de la première vague, il faut se rappeler de ce qu'a vécu l'Italie. Je pense que chaque pays... C'est les Cubains, médecins, qui ont été les aidés et pas les médecins européens. Absolument. Mais ça a été vraiment, pour moi, ça a vraiment été la faille de l'Europe. Ça a été au moment où l'Italie était dans un besoin criant, que ce soit de masques, de matériel respirateur ou autre, et que l'Allemagne juste à côté, maîtrisait assez bien la crise, et qu'il n'y a pas eu de coopération européenne sur cette question, finalement, de la gestion de la crise sanitaire, même s'il y a eu une coopération sur les vaccins, qui est dont on pourrait rediscuter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Sabrina, aujourd'hui concrètement? Il faut réimposer des tests pour les Chinois à l'entrée de notre territoire. Il faut faire quoi? Ou alors on laisse comme on a laissé faire, on minimise et puis on verra bien. Mais en réalité, aujourd'hui, on voit bien que le Covid, quel que soit le système qu'on ait choisi, c'est-à-dire soit très restrictif, soit très ouvert, en réalité, c'est un virus qu'on contrôle très peu et dont on connaît. L'Asie, elle a assez bien maîtrisé les choses quand même. Ben oui, mais en fait, elle a assez bien maîtrisé de ce qu'on en a vu de l'extérieur. L'Asie a assez bien maîtrisé. Bah oui. Maintenant, est-ce que la France, qui pour le coup, il y a quand même une assez grande partie de la population qui a été vaccinée, il y a une immunité collective qui s'est installée. Je rappelle quand même que cet hiver, ce dont on souffre énormément, il y a une part de Covid, mais il y a aussi une grippe qui est très virulente et la bronchiolite qui a été extrêmement virulente. Puis un système de santé, on va en parler dans un instant. Et un système de santé qui est à plat. Donc pour moi aujourd'hui, en réalité, si on devait reposer les choses, parce qu'il y a une stratégie court terme et moyen-long terme. Donc c'est effectivement prendre des mesures, et puis ça a été dit. Par exemple, si tu prends la question, le virus circule. On prend la question des transports en commun. Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'aux heures de pointe, il n'y ait pas plus de cadence de transports en commun pour permettre d'avoir moins de monde dans les transports collectifs pour éviter la circulation du virus? Est-ce que remettre en place, imposer le télétravail plusieurs jours par semaine pour limiter la circulation des gens, est-ce que ce n'est pas une solution? Il y a des solutions aujourd'hui. La question du port du masque, les Français sont responsables, ils l'ont montré pendant la crise. Il suffit de donner quelques consignes qui sont de bon sens pour que les gens se remettent à avoir des gestes barrières qui soient efficaces. Ça, c'est la première chose. Et puis, je pense qu'il faut rappeler aux personnes qui sont les plus fragiles de se vacciner, en tout cas de faire les rappels pour ceux qui ne les ont pas encore fait. Et puis, pour le reste, il y a un système de santé à reconstruire complètement, qui est complètement à plat aujourd'hui. Et je pense qu'il ne survivrait pas à une deuxième forme de grande vague comme celle qu'on a pu connaître au moment de la première vague. C'est vrai que tu parles d'un truc très intéressant, la vaccination par exemple. On imagine que peut-être sera l'occasion, avec cette recrudescence de Covid en Chine et peut-être une recrudescence de Covid un petit peu partout dans le monde, parce que évidemment les gens circulent, ça se croise effectivement. On sait comment ça s'est passé la première fois, on sait comment ça peut éventuellement recommencer avec des variants somme toute beaucoup moins graves et tant mieux, mais très contagieux. Est-ce que c'est pas l'occasion pour le coup, pour les gouvernements, pour les lobbies, de réimposer cette fameuse quatrième dose? Et j'ai l'impression que cette quatrième dose, ils vont avoir beaucoup de mal à l'imposer aux Français. En tout cas, aux Français des moins de 60 ans. Franchement, Amine, par exemple, à titre personnel, quatrième dose, t'y vas, toi? Non, moi j'y vais pas parce que je me suis arrêté déjà. Je me suis arrêté à la 3e. Oui, moi aussi. Je vois pas l'intérêt d'aller plus loin. Alors, si on m'explique que c'est le cas et que c'est argumenté, peut-être que j'irai plus loin. Mais surtout, quand on entend un certain nombre de dysfonctionnements dans cette histoire de vaccination, voilà, on commence par devenir aussi un peu suspicieux, et donc c'est aussi ça qui crée finalement le désordre que l'on observe, notamment dans cette fin d'année, avec il y a la question des transports évidemment qui pourrait se poser, mais il y a aussi tout ce manque d'information autour de la vaccination qui met un peu en difficulté la gestion de cette crise. Alors ça me laisse avoir une idée que je peux transmettre comme ça en direct à Sabrina Sebaï. On a quelqu'un dans l'équipe qui s'appelle Maître Maghrebi, qui a travaillé beaucoup sur les effets des vaccins. Elle est docteure, je le rappelle, en droit de la santé, donc avocate. Et ce serait intéressant, Sabrina, de faire quelque chose, de travailler autour des effets sur les vaccins qui ont été très très mis de côté. On en a très peu parlé, et il y a eu quand même des vraies problématiques autour des gens vaccinés qui ont eu des conséquences dramatiques par la suite. Et il faut le savoir, il y a des gens qui ont été malades, qui ont attrapé des maladies rares,
il y a une explosion peut-être à venir de maladies auto-immunes et il va falloir s'y pencher, Sabrina. Ça peut être un sujet intéressant sur lequel tu pourrais travailler par exemple avec Maître Maghrebi. Je te pose ça là. Hein. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, il faut continuer à se battre pour obtenir la levée des brevets. Oui, absolument. Oui, tu as raison. Depuis le début. C'était même une promesse. C'était une promesse. Oui. Donc je pense qu'il faut vraiment accélérer là-dessus. Et puis il y a d'autres laboratoires. Je sais que Sanofi travaillait sur un vaccin plus traditionnel à ADN. Donc c'est pareil, en réalité, la science va continuer à avancer là-dessus. Il faut tout traiter. Les effets secondaires, la levée des brevets, les nouveaux vaccins, les variants, tu l'as dit, il y a plusieurs variants qui vont arriver et en fait, c'est normal, les virus, ils mutent. Donc voilà, après, nous, pour certains, on est des politiques, d'autres, on est des élus. Moi, je pense qu'il faut aussi faire confiance aux médecins. De professionnels et de vrais professionnels pour essayer de travailler vraiment sur le sujet. C'est pour ça que je disais, il faut faire confiance aussi aux médecins, à la science, aux scientifiques aussi là-dessus. Lesquels médecins qui sont payés pour vendre des vaccins? Non, parce qu'on en connaît sur les plateaux de télé, ils touchent des commissions par des laboratoires pour inciter les gens à se faire vacciner. Non, mais je parle des médecins qui travaillent au quotidien, notamment dans les hôpitaux publics et qui aujourd'hui, pour le coup, c'est pour ça que quand j'ai parlé de vaccination, j'ai parlé des personnes fragiles, donc les plus à risque, pour qui je pense que c'est quand même très important qu'ils se vaccinent pour éviter les formes graves du Covid. Après, ce qui est certain, c'est que comme pour tout, il y a un calcul bénéfice-risque. Oui. Si on est en bonne santé, si on n'a pas de facteur de comorbidité, voilà, toutes ces questions, elles se posent. Moi, je veux dire, j'ai fait 2 vaccins, j'ai eu 2 fois le Covid, peut-être même 3 fois. Donc, je pense que là, je suis à 5 doses, ça va. Mais voilà, il y a des gens pour qui je pense que c'est très... En fait, chaque personne va vivre la maladie de manière très différente. Et d'ailleurs, d'un pays à l'autre, le Covid ne fait pas les mêmes ravages. Je rappelle, vraiment, l'Italie, l'Allemagne, ces 2 pays frontaliers, la première vague n'a pas du tout été la même. Donc il y a aussi des facteurs génétiques, il y a plein de choses, on va continuer à découvrir au fur et à mesure. Puis l'âge de la population, il y a plein de facteurs. Quand on aura un peu de recul, mais là maintenant c'est compliqué parce qu'on est dans la pleine gestion de crise, de pandémie, mais je suis sûre que dans quelques années, on apprendra de toutes les erreurs. Et on avancera aussi au niveau scientifique là-dessus. Il faudra notamment, au-delà de la levée du secret sur les brevets, il faut aussi qu'il y ait une transparence sur les profits qui ont été engendrés et surtout qui ont été engrangés par les labos pharmaceutiques. Là-dessus, on a très très peu d'éléments et c'est sans doute ce qui aussi participe à créer un peu de... Pour Pfizer, on avait eu quelques chiffres quand même. Voilà, mais c'est hallucinant. L'opinion ne les a pas mal. Non, mais on avait eu des chiffres sur le fait qu'ils étaient cotés en bourse, etc. Donc, non, mais bien sûr, ils sur notre dos, je vous le dis. Non, et puis c'est le cas depuis 40 ans. Ils sont sans doute les premiers responsables de l'état de notre système de santé en France. Et justement, après, système de santé en France. On découvre la question des boîtes pharmaceutiques, mais ça fait très longtemps. Il m'avait tendu une bonne perche là. L'ami Amine, système de santé en France, justement sans transition, pénurie de médicaments, médecins en grève, notre système de santé va-t-il craquer? Installez-vous. De plus en plus de monde chez le médecin pour fièvre et courbatures. Depuis plusieurs semaines, l'épidémie de grippe explose. Plus 57% de consultations en 7 jours et une augmentation des hospitalisations de 118% selon le dernier rapport de Santé publique France. Mais en réalité, quand on regarde le taux, on est aux environs de 400 pour 100 000. Donc on est certes au-dessus de 300 pour 100 000 la dernière épidémie, mais on est bien en dessous des 600 pour 100 000 qu'on avait atteint par exemple lors du pic de 2018. Ça fait 6 heures que j'attends. On ne me dit pas ce sera pour l'heure prochaine et tout. Une situation difficile à gérer pour les soignants. Parce que mon fils est sur... On fait notre possible, monsieur. On fait notre possible, ça va venir. D'accord ? Vous voyez, par exemple, on a des projections aujourd'hui pour un certain nombre d'hôpitaux du nord de Paris avec une réduction du lit. À l'hôpital Lariboisière, on construit un nouvel hôpital. 1/3 des lits de médecine va disparaître. Alors même qu'on a passé la crise Covid, alors même qu'on a répété qu'on a besoin de lits, alors même qu'aujourd'hui on ne peut pas fonctionner. Dans 2 ans, c'est une catastrophe totale. Ils sont en manque de 200 infirmières tout à l'heure, le médecin m'a dit. Donc on prend son mal en patience et puis on attend. À mon avis, il faudrait 4 malades pour un médecin. Après, bon, le système économique veut que ça soit comme ça, on fait avec, mais sinon c'est chiant. Un système de santé au bord de l'explosion, c'est ce qu'on peut entendre en tout cas en ce moment. Les médecins sont invités à faire grève par leur syndicat pour demander l'augmentation de la consultation à 50 €.
Des lits, on en ferme effectivement. On en a même fermé d'ailleurs pendant la période du Covid. On construit, vous avez entendu, un nouvel hôpital, la Riboisière, et en même temps on ferme des lits. Enfin, c'est du n'importe quoi cette gestion de la santé en France. Avec la pénurie de médicaments, on en parlait tout à l'heure avec Sabrina, sur le paracétamol notamment, mais pas que. Épidémie de bronchiolite, épidémie de grippe, épidémie de Covid. Bref, notre système de santé, Sabrina, va-t-il craquer si on ne fait rien, si on n'agit pas, si on ne met pas un plan Marshall en route tout de suite là, pour sauver notre système de santé en France? En fait, moi, je pense que la question, il ne faut pas la poser au futur. Je pense que le système a déjà craqué en réalité. Quand tu as plus de 5 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui, que quand tu vas aux urgences, c'est en moyenne 6 à 8 heures d'attente pour pouvoir être reçu par un médecin, parce que par ailleurs, tu n'as pas de médecin traitant en ville qui peut te prendre en charge. Quand les lits d'hôpitaux sont surbookés, pour la plupart des services fermés, pas parce qu'il n'y a pas de lit, mais parce qu'il n'y a pas de personnel pour pouvoir s'occuper des patients qui seraient dans ces lits. En réalité, le système, il a déjà explosé. Et là, aujourd'hui, on est dans une situation telle, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, que si on se retrouve dans une première vague, enfin dans une vague du même niveau que celle qu'on a connue au moment de la première vague du Covid, moi, je ne suis pas certaine que ça tienne, parce qu'aujourd'hui, en fait, d'une part, les médecins sont épuisés, mais pas les médecins, tout le corps soignant, ils sont épuisés de toutes ces crises et de toutes ces épidémies successives les unes aux autres. Et puis surtout parce qu'en réalité, on les a fait travailler. Enfin, on a mis le plan blanc, le plan ceci, le plan cela, etc. à chaque fois pour réquisitionner les personnels, pour s'occuper des patients parce qu'on n'avait pas d'autres solutions. Donc pour moi, aujourd'hui, le système, il est déjà à plat. Donc voilà, il est déjà à plat. Et en fait, il ne tient qu'à bout de bras parce qu'on a des médecins, finalement, qui tiennent encore le bout. Je rappelle qu'il y a plusieurs services de pédiatrie qui ont fermé, des urgences qui ont fermé, faute de personnel. Par manque de personnel à chaque fois. Et c'est pas qu'une question de salaire. Quand on va rencontrer... Mais oui, mais quand on là, il n'y a plus aucune place en réanimation en région parisienne. Mais là, aujourd'hui... C'était déjà le cas sur les urgences pédiatriques il y a quelques semaines de ça, où je rappelle qu'il y a des patients, des enfants qui ont été transférés hors Île-de-France pour la bronchiolite parce qu'il n'y avait plus de respirateurs, il n'y avait plus de place en Île-de-France. Donc c'était déjà le cas. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis 3 ans qu'on est en pandémie mondiale? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors ça me fait bien rigoler parce que Tarek Mami, lorsqu'on parle effectivement du système de santé au Maghreb, on n'a pas beaucoup de leçons à donner. Hein. En fait, il y a 2 choses sur la santé au Maghreb. La première, c'est que malheureusement, pour des raisons financières et surtout de considération humaine, beaucoup de docteurs du Maghreb, donc au Maroc, mais surtout Algérie, Tunisie, cas que je connais très bien, s'exilent en France parce qu'ils ne se considèrent pas comme immigrés, ils s'exilent dans leur tête pour quelques années. Et donc, les hôpitaux tunisiens et algériens sont en train de se vider de leurs meilleures compétences. Je crois que le système de santé tunisien est quand même pas si mauvais que ça. J'y viens. La deuxième chose, c'est si le système de santé en Tunisie est très bien, et il a été bouffé depuis en gros 20 ans, par les hôpitaux privés. Et aujourd'hui, quand vous allez dans les grandes villes, notamment par exemple à Djerba, vous allez trouver une vingtaine de cliniques privées contre un hôpital public. Et certains médecins, donc, comme en France, donc, auscultent et reçoivent les clients donc, dans l'hôpital public pour leur dire: cher ami, venez me voir dans la clinique, on s'occupera un peu mieux que vous. Je veux dire les patients, pas les clients. Non, mais pour eux, c'est des clients. Mais justement, quand ils sont à l'hôpital public, ils sont patients et on les transforme en clients. Donc, et malgré ça, ça marche parce qu'en Tunisie, je ne sais pas pour l'Algérie, je ne veux pas m'avancer sur un dossier que je ne connais pas, mais en Tunisie, les classes populaires ont ce qu'ils appellent le carnet de santé, qui permet donc de se faire soigner gratuitement, en tout cas pour le minimum. Bon, en tout cas, ici, la situation est catastrophique, Tarek. Elle est catastrophique parce qu'il y a une désorganisation. Vous savez, je ne sais pas quel est le président ou le Premier ministre qui nous a mis en place le fameux numerus clausus pour les écoles, pour les études de médecine, mais je pense que c'était un cacique qui voulait faire de la reproduction sociale, comme dirait Bourdieu, et qui voulait que ce métier reste pour lui, ses enfants, ses nièces. Et plus personne ne veut faire ce boulot, c'est trop pénible, c'est mal payé, on fait des heures. D'abord, je parle des présidents. Donc le président Macron a cassé, il y a 2 ans, le numerus clausus. On verra, mais il faut 10 ans pour voir le résultat de cette décision. Deuxième chose, c'est que par exemple, ces médecins
de nationalité étrangère qui tiennent, et je le dis sur France Maghreb 2, qui tiennent les hôpitaux publics français, ne sont pas payés à leur juste valeur. Ils sont payés comme des infirmiers. J'ai assisté, chère Sabrina, à l'Assemblée nationale. Il y a une quinzaine d'années, il y avait un débat porté par le député M. Debré, médecin de son côté, un homme de droite, qui se battait pour dire que c'est injuste comment nous traitons ces gens. Ils sont nos égaux en compétences et ils devraient avoir donc la carte de séjour de 10 ans, la carte de séjour de 10 ans automatiquement, la nationalité quand on le souhaite et le même salaire. Et puis malheureusement, son projet de loi ou sa proposition de loi, ou je ne sais pas comment on peut la qualifier, n'est jamais passé parce que certains mentors à droite considèrent qu'un immigré, ça reste un immigré et il est bon pour la compétence. Et je ne dis pas une blague, mais une anecdote, pendant la pleine Covid, moi j'ai appelé un copain qui travaillait à l'époque à CNews, je lui ai dit s'il te plaît, est-ce que tu peux regarder demain matin, comme moi je regarde, là je ne regarde plus, entre 9h et midi. Il me dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis regarde la télé, on en parle. Le lendemain je l'appelle, il me dit t'as regardé? Il me dit je jetais un coup d'œil, il n'y a rien de spécial. Je lui ai dit t'as pas remarqué qu'entre 9h en gros et 10h, il y avait Sabrina, Tarek, Mohamed et Salah pour expliquer le Covid et qui étaient tous des gens très bien, et que sur le même plateau, quand ils sont sortis, il y a les autres qui sont venus déglinguer de l'arabe, du kabyle, du berbère et du musulman. Il n'y a pas une petite contradiction dans vos histoires, là. Et donc, nous vivons cette coupure. Les compétences étrangères, on les aime, mais pour les sous-payer et pour les utiliser. Et le jour où on changera d'univers mental et de mentalité, nous serons la France que nous aimons. Mérez est avec nous au standard 01 40 33 9000. Salut Mérez. Salut à tous, salut Christophe, salut Tariq, salut Sabrina. Donc, j'appelais en fait pour... Mais ils sont pas bons. Donner vraiment mon mécontentement par rapport à cette situation. On est quand même une 6e ou 7e puissance mondiale et on se retrouve plus à avoir accès aux soins. Limite. Pareil, sur Ivry, on est en manque de médecins et pourtant c'est une région parisienne, on n'est pas dans la campagne. Quand tu vas dans l'hôpital qui est prêt, Kremlin-Bicêtre, tu passes des heures et des heures à attendre, même en cas d'urgence. Et c'est vraiment depuis ces années où le gouvernement, donc là les demandes à Macron, ça empire avec la crise Covid. C'est vraiment désastreux quoi. D'un côté, comme disait Tariq, moi quand je vais en Tunisie, tu as besoin de soins, tu vas chez le médecin, il y a des médecins partout. Ici, j'ai mon médecin qui est décédé il y a quelques années, j'ai galéré, j'habite à Ivry, j'ai été obligé d'aller à Charenton prendre un médecin parce qu'à Ivry, il n'y avait pas de médecin qui pouvait nous soigner. Et c'est partout pareil, quoi. Et là, tu as une deuxième chose, les médecins demandent des consultations à 50 €. Mais qui c'est qui va prendre la charge qui, en plus, c'est le patient qui paye déjà une fortune, où on réduit déjà tous les soins, on augmente les produits pharmaceutiques, et sans compter la pénurie, tu n'arrives plus à trouver du Doliprane en France. C'est hallucinant quand même. Ouais, c'est vrai que ça paraît totalement hallucinant. C'est une vraie question, quoi. Merci Mérez, quelqu'un que tu connais Sabrina j'imagine. Oui, tout à fait. Voilà, c'est bien. Salut chers collègues. Salut, et je partage complètement. Bon, très bien. Moi je sais que mes parents, leur médecin est parti a quitté la ville, ils n'ont plus de médecin traitant. Ah, ouais. On en parle dans un instant. 01 40 33 9000, notre système de santé est-il ou va-t-il craquer avant que nous parlions aussi un peu de l'Afghanistan. On a un peu oublié les femmes afghanes qui vivent l'enfer. Sur France Maghreb 2, on parle de notre système de santé. Va-t-il ou est-il en train de craquer, ce système de santé, avec des pénuries de médicaments, avec des médecins qui sont en grève et avec des services de réanimation qui se remplissent en ce moment pour cause de différentes pandémies, grippe, Covid, bronchiolite aussi. Voilà, c'est les urgences qui ferment, les hôpitaux ne vont plus. Amine, vraiment, c'est en train de craquer là. Bah non, c'est pas en train de craquer, ça a déjà craqué. Moi, je rejoins ce que disait Sabrina à l'instant. Ce qui nous aurait permis d'éviter ça aujourd'hui, c'est des décisions qu'il aurait fallu prendre il y a plusieurs années. Exemple. La question du numerus clausus, par exemple, qui a
tu en parlais tout à l'heure, qui a clairement empêché de former des professionnels de santé pour justement, parce que vous savez, quand vous formez un... Alors, on parlait des lits tout à l'heure. On supprime des lits, pas parce qu'on n'a pas le matériel. Le matériel, on l'a. Les espaces, on les a. C'est parce qu'on n'a pas les professionnels. Vous savez, pour chaque lit de réanimation, il faut 5 à 6 professionnels. Et ça, c'est énorme. Vous savez, c'est le gouvernement qui a quand même exclu pas mal de soignants. Alors, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre sujet. C'est un élément important. Non, je suis d'accord. Mais juste pour terminer là-dessus, c'est que sur la question de la formation des professionnels de santé, vous savez, pour former un anesthésiste, par exemple, il faut à minima 10 ans. Donc là, si on voulait tout de suite permettre justement d'inverser la tendance, il faudrait déjà supprimer le numerus clausus. Ensuite, il y a la question de la médecine de ville. Aujourd'hui, on évoque, enfin, on dit beaucoup de choses sur les médecins de ville, sur les généralistes, etc. Sauf qu'ils portent aussi à bout de bras la médecine de ville. Parce que, vous savez, quand vous voyez 30, 40, 50 patients par jour, bah, c'est beaucoup moins de temps que vous accordez à chaque patient. C'est aussi derrière tout un travail administratif extrêmement lourd pour lequel les médecins sont parfois pas accompagnés. Donc, on les a beaucoup critiqués sur leur revendication de doubler le montant de la consultation, sauf que le travail qu'ils font au-delà de l'aspect uniquement de santé, mais le travail de comptabilité, le travail de gestion administrative, etc., est extrêmement lourd et ils pèsent beaucoup dans leur tâche quotidienne. Ensuite, il y a évidemment les financements, il faut le dire. Les financements ont beaucoup chuté depuis au moins 2 quinquennats et les derniers présidents de la République, les dernières majorités présidentielles ne sont pas tout à fait exemptes de responsabilité dans cette affaire. Ouais. On a clairement démantelé l'hôpital public, on a clairement démantelé le modèle français de soins et je crois qu'il faut maintenant, au-delà d'essayer de réparer celui que l'on a aujourd'hui et qui est dans un état catastrophique, il faut en construire un nouveau, il faut un nouveau modèle de santé. Et là où il y a eu vraiment un basculement, c'est quand on a commencé à finalement accorder des budgets en fonction des actes de soins. Ouais. Et c'est là où il y a eu vraiment un basculement dans notre système de santé français. Il y a des choses, à mon avis, qu'il faudrait complètement revoir. C'est déjà la loi HPST, qui a complètement... C'était la loi qui a territorialisé la question de la prise en charge des patients et donc qui a réduit pas mal d'infrastructures. Un petit peu sur le modèle des écoles par exemple, la mise en place des ARS. Moi, je vous invite à regarder les organigrammes d'ARS où il y a 200 personnes, dont beaucoup de médecins qui, à mon avis, seraient beaucoup plus utiles à soigner des gens qu'à faire de l'administratif et faire de la paperasse et des tableaux Excel. Et puis, surtout, la T2A, qui a mis en concurrence directe le secteur privé et le secteur de l'hôpital public et qui a donc en fait envoyé toutes les activités lucratives au secteur privé en déshabillant complètement l'hôpital public. Aujourd'hui, on a de vraies compétences dans l'hôpital public qui sont complètement sur lesquelles finalement les actes qui rapportent le plus financièrement, qui permettent de renflouer les caisses de l'hôpital sont partis au secteur privé. C'est ça la réalité de l'hôpital aujourd'hui. Donc quand on remettra tout ça dans le bon ordre et qu'on supprimera la T2A, ou en tout cas on retournera à un système qui permet d'avoir une égalité entre le public et le privé, bah à ce moment-là, je pense qu'il y a déjà des choses qui évolueront dans le bon sens. Oui, et je rappelle qu'on parle quand même de la 7e puissance. Et par ailleurs, on a aussi une fuite de nos professionnels de santé vers les pays comme le Canada, vers les pays scandinaves, parce qu'il y a un meilleur système. Aujourd'hui, en tout cas, ils sont dans de meilleures conditions de travail et donc on a aussi cette fuite-là qu'on essaie de compenser par les médecins venus du Maghreb. Ouais, en fait, du Maghreb, ça vient en France et de France, ça va au Canada et aux États-Unis. On fuit toujours juste plus haut. haut. Juste un mot sur les médecins généralistes, en tout cas ceux qui sont vraiment aujourd'hui dans les cabinets. Je rappelle quand même qu'au moment de la première vague du Covid, ils ont été livrés à eux-mêmes sans rien. Et à l'hôpital aussi, mais sans protection, sans information, sans moyens. Et il y a pas mal de médecins généralistes qui sont morts du Covid pendant la première vague en prenant en charge des patients jusqu'au bout. Ils étaient en première ligne. Et ils étaient en première ligne. Je pense il faut leur rendre hommage d'ailleurs à tout l'ensemble du personnel, du brancardier aux médecins en passant par l'ambulancier. La meilleure manière de le faire, c'est de les soutenir dans les revendications qu'ils ont financières et de conditions de travail et non pas de les applaudir pendant 3 mois à 20h. À nous parler du trou de la sécurité sociale, je rappelle que le système de la sécurité sociale n'a jamais été mis en place pour être bénéficiaire, mais que dès le départ, c'est un système qui était voué à être déficitaire. À la solidarité. Absolument. Et qui serait largement compensé si on allait chercher l'évasion fiscale. Absolument. Très bien. Bon, bah c'est bien, c'est du concret tout ça, les amis. Parfait, bah, ça nous emmène tout de suite en Afghanistan. Un recul de plus pour les femmes afghanes. Ce samedi,
le gouvernement taliban a interdit aux ONG nationales et étrangères de travailler avec des femmes. Pour justifier cette décision, le pouvoir afghan invoque un code vestimentaire inapproprié, notamment sur le port du hijab islamique. Une mesure dénoncée par le coordinateur humanitaire des Nations Unies pour l'Afghanistan. Le Bureau des Nations Unies en Afghanistan est profondément préoccupé par la décision annoncée aujourd'hui de suspendre l'enseignement universitaire pour les femmes. L'éducation est un droit humain fondamental. Une porte fermée à l'éducation des femmes est une porte fermée à l'avenir de l'Afghanistan. Cette annonce intervient 4 jours après la décision du gouvernement taliban d'interdire aux femmes de suivre des cours dans les universités publiques et privées du pays. Samedi, dans la ville d'Herat, une centaine de femmes ont manifesté pour protester contre cette interdiction. Nous sommes venus aujourd'hui pour réclamer notre droit à étudier et à l'éducation. Nous ne portons pas d'armes, les talibans nous ont forcés à venir dans cette rue étroite et ont ensuite utilisé des canons à eau contre nous. Nous avons toutes été mouillés et de nombreuses filles sont tombées. Ils ont peur de nos voix et n'ont pas d'autres armes. Nous voulons nos droits. Depuis leur retour au pouvoir il y a 16 mois, les talibans ont multiplié les mesures liberticides, en particulier à l'encontre des femmes qui ont été progressivement écartées de la vie publique. Les talibans auraient-ils menti, Tarek Mami? Je vais commencer par dire, Christophe... Un reportage de France 24. Oui, précise. Alors je vais commencer par tordre le cou à une demi-vérité, à une fausse vérité, à une vérité qui circule dans la communauté, y compris ici en France. Il n'y a pas de vêtements islamiques. Il n'y a que des vêtements de tradition culturelle du pays. Demandez à quelqu'un qui vit au pôle Nord de mettre le qamis parce qu'il est musulman. Et on verra combien d'heures il tiendra. Donc cette histoire, et je fais exprès d'utiliser ce genre d'image pour ridiculiser ceux qui nous vendent le abaya aujourd'hui. J'ai été dans une conférence de presse, il y a une chercheuse qui nous explique que le abaya est une tenue islamique, qu'elle comprend les jeunes filles qui voudraient mettre de la abaya pour aller au lycée. Il n'y a pas de tenue vestimentaire islamique. Cette burqa qui aujourd'hui pullule dans tout le monde islamique est une création. Et ceux qui doutent de ce que je dis, ils vont chercher non pas Hajj Google, mais les vrais livres, est une création afghane qui date de l'avant l'islam. Donc avant l'islam, les femmes en Afghanistan, traditionnellement, elles mettent cette burqa avec le visage couvert. Et quand l'islam est arrivé dans ce pays, qu'il ne voulait pas bousculer les traditions, parce que l'important pour lui, c'était d'installer sa religion, il ne l'a pas touché. Et aujourd'hui, on vous explique que c'est une tenue islamique. Pour les talibans, il n'y a que les naïfs qui pouvaient croire qu'en revenant en Afghanistan, après avoir été chassés pour des mauvaises raisons par les Américains et laissés s'y installer pour des mauvaises raisons par les Américains, allaient changer de vision. C'est des salafistes primaires, salafistes dans le sens où ils ne savent pas encore qu'on est arrivé à 2022, 1498 en calendrier islamique si je ne me trompe pas, et qu'ils croient qu'on vit toujours au 1er siècle de l'Hégire. Et qui comparent et qu'ils voudraient imposer. Et donc, les principaux responsables, et ce n'est pas du complotisme pour moi, c'est les Américains. Les Afghans, non, d'ailleurs, ils n'ont pris aucune promesse. Ils ont pris une seule promesse à Christophe, c'était de constituer un gouvernement dans lequel toutes les tendances existeraient. Et ce gouvernement n'existe pas. Les talibans font des talibans. Ils l'ont fait avant avec Ayman Zawahri et Ben Laden. Ils le refont aujourd'hui. Donc venir critiquer l'Afghanistan aujourd'hui, pour moi, c'est une pure hypocrisie occidentale. On savait ce qui allait... Il y a une situation des femmes aujourd'hui. Non mais, elle devait être là où elle est, Christophe. Et ceux qui ont applaudi il y a 2 ans, et les Américains qui ont commis ça sont les premiers responsables. Donc vous dites, voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, ça émane de la faute des Américains, mais on s'en occupe pas, on s'en fout, la situation des femmes afghanes ne nous intéresse pas, c'est ça? Ce qui les intéresse, c'est qu'il n'y ait plus de soldats américains qui meurent en Afghanistan, parce qu'ils doivent les déplacer ailleurs, et d'ailleurs, pour pouvoir envoyer les armes qu'ils utilisaient, et je le dis tel que je le pense, de l'Afghanistan à l'Ukraine, et ce qui se passe chez les femmes afghanes, c'est pas leur problème. Donc, si c'est une honte pour nous, c'est surtout une honte pour ceux qui se réclament de l'islam.
C'est surtout une honte pour ceux qui n'ont rien fait pour sauver donc ces femmes afghanes et qui n'ont pas su imposer donc une espèce de transition démocratique entre guillemets. Et donc aujourd'hui, il nous reste les yeux pour pleurer et la voix pour dénoncer. Vous voulez dire que les musulmans ne s'emparent pas de ce sujet? Il n'y a pas, excusez-moi, les musulmans vivent dans le... Bon, je vais être la majorité de ceux qui s'instituent responsables ou représentants de l'islam vivent dans des chimères d'il y a 14 siècles. Ils ne sont pas aujourd'hui en compétences théologiques et religieuses pour vivre l'islam au jour d'aujourd'hui. Il y avait Nahnah, le président donc, du parti MSP algérien, il avait une phrase terrible. Il disait en pleine décennie noire en Algérie, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était présent aujourd'hui, il mettrait des costumes de Sheila Gaffert parce qu'il faut vivre avec sa modernité. Le prophète vivait à un moment où la modernité était de mettre du qamis blanc parce qu'il fait chaud là où il vivait. Et donc ceux qui veulent calculer le premier siècle de Niger sur le 14e siècle, ils se trompent. Et je suis vraiment, j'allais dire, malheureux quand je vois cette situation des femmes afghanes qui ne peuvent plus aller à l'université, qui ne peuvent plus rien faire en fait. Qui ne méritent pas le sort qu'il aurait fait parce que en plus, c'est elle le savait d'ailleurs parce que quand on voyait un petit peu tous ces Afghanes et Afghans qui partaient en masse quand les talibans sont revenus. Et je termine là par une phrase. Ce sont des hommes qui décident comment les femmes vont vivre là. C'est ça, ouais. Et ça me tue, moi. Sabrina, la situation des femmes afghanes. Ah bah c'est occulté par la presse là pour le coup. C'est dramatique, c'est une violation des droits humains franchement et c'est un recul mais ça a été rappelé, c'est-à-dire que l'Afghanistan ça fait plus de 40 ans qu'ils n'ont pas connu je crois la paix et avec des périodes de trêve et de prise de pouvoir d'un côté et de l'autre sur ce pays, à chaque fois ce sont les femmes qui payent dans ces conflits et c'est encore plus vrai en Afghanistan. Je pense que c'est vraiment on n'en parle pas assez, mais au même titre qu'on ne parle pas assez de ce qui se passe en Iran en réalité. Et aujourd'hui, on voit des ONG d'ailleurs qui commencent à annoncer qu'ils ne pourront plus maintenir leurs activités en Afghanistan pour soutenir le peuple afghan parce que justement, soit parce que ce sont des femmes qui y travaillent et que du coup, les talibans leur mettent aussi des restrictions très dures qui fait qu'elles ne peuvent plus maintenir leur activité. Donc en fait, derrière ces décisions qui sont totalement arbitraires, injustes et sur lesquelles il faut absolument, qu'il faut dénoncer, il faut se battre pour que les femmes puissent retrouver leurs droits et pouvoir apprendre en toute liberté, travailler en toute liberté dans ces pays, mais au moment où les talibans étaient revenus, on a été plusieurs à alerter sur la situation. Ceux qui ont cru que le gouvernement avait changé, c'était en gros remasterisé version 2020 le gouvernement, on voit bien que c'est pas du tout le cas et en fait ils retournent exactement à leurs fondamentaux qui sont l'exclusion des femmes de la société afghane et en leur permettant d'avoir aucune possibilité ni de travailler, ni d'étudier, ni de pouvoir vivre en toute normalité dans ce pays. Et je pense que la suite va être pire parce que si les ONG commencent effectivement à ne plus pouvoir apporter de l'aide au peuple afghan, derrière c'est d'autres crises qui vont se cumuler à celle-ci et c'est dramatique. Vraiment, je le dis pour ce peuple qui souffre depuis de trop nombreuses années maintenant. Femme sacrifiée, Amine. En fait, moi je voulais revenir sur ce que disait Tarek à l'instant, en complément surtout de ce qu'il disait, c'est que moi je suis loin d'être un théologien et j'en ai pas les compétences, mais oui en effet, il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de vêtements légiférés en islam qui indique qu'il faudrait être habillé de tel ou tel vêtement. En revanche, il y a des règles de bienséance, on va dire, qui viennent codifier en quelque sorte le comportement des hommes, des femmes de manière générale, sur tout un tas de sujets et de domaines. Ça, c'était pour la première chose. Ensuite, la question aujourd'hui, il fait vraiment pas bon d'être une femme en 2022 en Afghanistan. On n'a plus le droit d'aller au collège, on n'a plus le droit d'aller au lycée, on n'a pas le droit de faire des études supérieures, on peut pas travailler, on doit être en permanence accompagné par un membre de sa famille homme, on ne peut pas conduire, on ne peut même pas s'asseoir à l'arrière d'un taxi. Enfin, il y a tout un tas de contraintes aujourd'hui qui pèsent sur les épaules des femmes afghanes. Et il faut quand même être un tout petit peu lucide sur la question, c'est-à-dire que qui en sont les responsables de cette situation ? Enfin, les premiers responsables sont quand même les États-Unis, évidemment, mais plus généralement les pays occidentaux qui ont été quelque part des perturbateurs dans la région, il faut le dire, les Américains en premier lieu. Et il y a aussi la question du Pakistan. À quoi joue le Pakistan dans cette affaire qui
compte tenu de son conflit qui dure depuis des décennies avec l'Inde, joue quelque part à se chercher quelques alliés, et donc il voit quand même d'un certain bon œil que les talibans arrivent au pouvoir en Afghanistan, et donc il y a par ailleurs un certain nombre de talibans qui ont été formés dans des écoles pakistanaises. Et ça, on ne le dit pas assez. Il y a donc dans cette affaire tout un tas de responsables. Bien et sûr. Aujourd'hui, malheureusement, l'Afghanistan n'intéresse plus personne en Occident. Et donc, au-delà, tout à l'heure, Sabrina disait, on n'en parle pas assez. Oui, c'est vrai, on n'en parle pas assez, mais surtout, on n'agit pas assez. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien aujourd'hui, ni en Afghanistan, ni ailleurs, par ailleurs, ni en Iran. Et d'ailleurs, à chaque fois que les Occidentaux s'expriment sur des pays étrangers, souvent c'est pour critiquer. On l'a vu tout dernièrement avec le Qatar. En Afghanistan, pas de pétrole, pas de gaz. Bon, oui, c'est peut-être aussi... c'est peut-être pour ça aussi que ça n'intéresse pas. Absolument. Dans un instant, bam, on continue l'anniversaire de France 3. Dans un instant, avec la belle histoire des génériques, le quiz et la belle histoire du jour. Restez bien avec nous sur France Maghreb 2 dans le LGF. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF sur France Maghreb 2, on est le 28 décembre et d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez voir un petit peu la tête de nos débatteurs chaque jour, vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube de France Maghreb 2 et en vidéo, bien sûr. Quand ils se frottent les mains, quand ils boivent leur café ça, et tout ça, oui. Tout y est. Toute leur mimique là. Voilà. Bon, mon ami Mam, très silencieux depuis tout à l'heure et qui va nous faire part d'ailleurs de cette émission. Très studieux. Il écrit évidemment. Place maintenant à la belle histoire des génériques consacrée toute cette semaine à l'anniversaire de France 3. Troisième chaîne couleur. Absolument. C'est parti, on y va pour ce troisième épisode. La belle histoire des génériques. 50e anniversaire de la troisième chaîne couleur. L'information sur la 3. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de notes, mais on va improviser intelligemment pour vous parler de l'information sur France 3. Cela fait partie effectivement de l'ADN fondamental de cette chaîne qui a réussi à imposer des rendez-vous fameux. Aujourd'hui, c'est le 12-13, le 19-20 principalement, puisque Soir 3 a disparu en 2019, il y a déjà 3 ans. Mais comment ça a commencé ? Ça a commencé dès le premier jour de la troisième chaîne, quoique c'était déjà le lendemain, le 1er janvier 1973. Et le 1er janvier 1973, on entendait ceci sur la troisième chaîne. Alors, je sais plus c'est quoi. Ah ben là, il sait plus c'est quoi. Maintenant, ouais, je sais plus. Il m'a tué mon effet. Ouais, c'est ça. Je sais plus c'est quoi. Rappelle-moi mon Mam. C'est Inter 3. Ah, voilà, ben le voilà, il suffit de demander. Regarde, il arrive. Strident, hein. Ah ouais. C'est très particulier, hein. Alors, Inter 3, c'est le nom du premier rendez-vous d'information sur la troisième chaîne couleur. Et pourquoi Inter 3 ? Alors, il faut savoir que la troisième chaîne était dépourvue d'une rédaction et que pour finalement donner un rendez-vous d'information sur cette troisième chaîne en couleur, il a fallu faire appel à des journalistes de France Inter, la radio, bien connue aujourd'hui, première radio de France. Et ces journalistes de France Inter, qui étaient des illustres inconnus, hein, sauf ceux qui les écoutaient évidemment en radio, seront des célébrités par la suite. Le premier journal télévisé, donc diffusé le 1er janvier 1973, sera présenté par un journaliste de 32 ans, un certain Jean-Claude Bourret, et d'autres présentateurs qui deviendront encore des célébrités, notamment sur TF1 par la suite, Dominique Bromberger, Patrick Lecoq d'Antenne 2, Michel Denisot, qui venait de Châteauroux, la station régionale de Châteauroux, ou encore Yves Morosi, vont présenter cette édition de Inter 3, qui était composée de reportages de la deuxième chaîne de la RTF, qui était INF2, c'est-à-dire de la génération des Jean-Pierre Elkabbach, Jean-Marie Cavada ou autres Pierre Lescure. Pour le deuxième extrait que je vous ai proposé, puisque forcément au fur et à mesure la rédaction se constitue, notamment grâce à Jean-Marie Cavada, qui créera le Soir 3 par la suite, nous le verrons tout à l'heure, et nous allons maintenant diffuser l'extrait, le deuxième, consacré
à une édition qui est toujours à l'antenne aujourd'hui, mais qui devrait disparaître en septembre 2023, le 19-20, 6 mai 1986. Avec la magnifique orchestration musicale d'Olivier Bloch-Lenné. Je kiffe ce générique. Le 19-20 continue sur la croix avec les conséquences économiques de la grève de la SNCF, tourisme à la baisse, livraison de marchandises compromise, acheminement du courrier perturbé. Et vous voyez déjà, la France était déjà en panne et on parlait déjà des grèves de la SNCF. C'est notre ami Guylaine Ottenheimer qui était la première présentatrice du 19-20 en duo avec un Henri Sagnier, qui est le Normand, qui venait de la station d'FR3 Caen, et c'est lui qui a créé le 19-20 avec la présidente de l'époque d'FR3, qui était Janine Langlois-Glandier. Le troisième extrait, il fait partie d'un souvenir d'enfance, parce que en 1985, quand je regardais à la télévision en famille avec mes cousins une émission qui s'appelait le Disney Channel, avec Jean Rochefort, et puis par la suite Vincent Perrault, eh bien, entre deux passages de l'émission, parce que l'émission était en deux parties, il y avait un programme d'information qui aura donc vécu du 20 septembre 1978 au 29 août 2019. C'est le Soir 3. Voici son générique. Un générique d'ailleurs qui avait commencé en 1984 et ce générique a été inauguré, on va dire, un jour plutôt néfaste puisque c'était le jour de la mort du petit Grégory en 84 jusqu'en 1987. Ce générique a sévi avec ce fameux 3 en forme de fourche. C'était un souvenir d'ailleurs assez violent pour moi qui avait 3-4 ans à l'époque. Et Soir 3 était véritablement le dernier vrai journal de la nuit qui était diffusé sur une grande chaîne nationale, puisqu'elle a vécu donc du coup jusqu'en 2019. Malheureusement donc du coup sur France 3, l'information va très grandement évoluer dans les mois qui viennent, puisque les deux éditions, le 12-13 et le 19-20, vont changer, vont disparaître au profit d'une marque commune qui s'appelle Ici, c'est-à-dire les services donc régionaux des stations de France 3 et de France Bleu pour proposer une offre commune d'information. Je n'y crois pas trop, mais en tous les cas... Qui se fait le matin d'ailleurs, hein, déjà. Absolument, avec des matinales communes donc diffusées sur France 3 en télé et donc forcément en radio sur France Bleu. Et donc ce phénomène, cet aspect va être généralisé sur l'ensemble de l'antenne de France 3 et de France Bleu à partir de la rentrée prochaine. Et demain, nous nous intéresserons à France 3 ou FR3 pour parler des programmes jeunesse demain de cette chaîne parce aussi. Que cette chaîne a fait beaucoup pour les programmes jeunesse et ça va vous faire rappeler... des retraités, non, bah écoutez, voilà. Ben non, souvenez-vous, et on le verra demain, souvenez-vous quand même qu'à l'époque où le 19-20 n'existait pas, après les rendez-vous régionaux, il y avait entre 19h55 et 20h, avant les jeux de 20h, on avait 5 minutes de dessins animés, dont le fameux Ulysse 31, on en parlera demain. Et en fait, la chaîne proposait 5 minutes de la série et rediffusait l'entièreté finalement de la série le samedi, je crois aux alentours de 20h. Très bien, merci Mam. Dans un instant de quiz. Et Mam, tu seras là, comment va s'appeler la chronique du jour ? La chronique du jour, ça va s'appeler C'est du chinois. C'est du chinois ? D'accord, c'est vraiment du chinois alors pour le Monsieur LGF avec Aminsa et lui à la Courneuve, avec également vice-président des élus de France, j'ai oublié de le rappeler aussi. Important. C'est vrai. C'est vrai. Tariq Pami, journaliste, Sabrina Sebaï, député. Et Mam, la belle histoire du jour dans un instant. Pour l'heure, le quiz. Le quiz. Elle se rappelle des quiz, Sabrina. Avec mes petites questions liées à l'actualité. Tiens, première question. Que va supprimer la Poste dès le 1er janvier ? Le timbre. Oui, le timbre. Lequel ? Timbre normal. Là. Le timbre rouge. Elle va s'auto-supprimer la Poste. Et qui va être remplacé par une lettre dématérialisée. Exactement. L'Océan Viking, le navire, vous le savez, humanitaire de SOS Méditerranée, a secouru combien de personnes en mer depuis son accostage en France en novembre ? 2000. Ah non, beaucoup moins. Beaucoup moins ? Ouais.
Non, mais depuis juste le dernier. Oui, la dernière opération. C'était 200 cumulés. 113 personnes donc, lors de la dernière opération depuis qu'ils ont accosté en France. 7 millions de Français envisagent de se séparer de quoi? De leur époux. Non, arrête, t'es fou lui. Certainement pas de leur livret A non plus. Non plus, ouais, certainement pas. Attends, 7 millions de Français. Oui, 7 millions. De leur voiture. C'est un chiffre en hausse cette année. De leur voiture. Non. De leur passe Navigo. Non. Non. Bah, il devrait. Hein. Oui, peut-être, mais bon, il n'a pas le choix. Il va passer quand même après ce que de leur résidence secondaire. 84 euros. De leur résidence secondaire. Non. C'est en rapport avec ce qui s'est passé il y a quelques jours là. De leur médecin traitant? Non. Et 7 millions de Français envisagent de se séparer de leur cadeau de Noël. Ah ouais, quand même. Le Qatar a annoncé... On n'en fait pas partie. Non, le Qatar a annoncé que la chambre de quel joueur serait transformée en musée? Cristiano Ronaldo. Non. Messi, oui, effectivement. Et puis enfin révélé dans Le Parisien combien touche Mimi Mati pour chaque épisode de Joséphine Ange Gardien. 200 000 euros. Non, alors c'était le cas il y a quelques années, 250 000 euros. Elle a dû revoir son cachet à la baisse. Maintenant, combien à la baisse 100 000 150. 175 000 euros par épisode. Touche Mimi Mati. Comme un coup de baguette magique. C'est ça, c'est pas mal quand même. 150 euros par épisode. Imaginez-vous que je touche 150 000 euros par épisode du LGF. Non, mais on peut dire que son salaire, elle aussi, ne suit pas l'inflation. Oui. Parce qu'elle aurait dû prendre un peu plus. Oui, non, mais on peut surtout dire qu'il y a des gens qui savent utiliser ce que d'autres considèrent comme défaut pour les mettre en valeur et pour en faire une qualité. Par épisode, hein, tu dis. Par épisode, absolument. 175 000 euros. C'est un par semaine ou un par mois? Oh, je sais pas. Franchement, je pense que le tournage d'un épisode, c'est... Non, la diffusion, pas le tournage. Non, oui, mais par épisode. Je sais pas, il y en a un par mois, je crois, ou même pas. J'en sais rien. Je sais pas du tout, mais en tout cas, c'est pas mal, même si c'est par mois, je prends, évidemment. Mam, c'est toi qui vas conclure cette émission. Une émission plutôt studieuse et tranquille aujourd'hui, Mam. C'est à chaque jour différent. Vous avez 4 minutes. Un peu moins que hier, un peu plus que demain, je ne sais pas. En tout cas, Mam, c'est du chinois. C'est du chinois, en effet, c'est toujours en cours d'écriture, mais je suis obligé d'arrêter, le reste, je vais l'improviser. Bonsoir. C'est du chinois. Sur France Maghreb 2, la radio du Vivre Ensemble, vous pouvez parler français, arabe, poulard, suédois et même chinois si vous maniez cette dernière, si vous maniez pour cette dernière la langue de bois, surtout quand nous traitons des sujets de fond que votre serviteur ne maîtrise nullement. Nous accueillons dans les murs de France Maghreb 2, dans les murs de cette radio, Madame la députée de la 4e circonscription des Hauts-de-Seine. 150 000 habitants quand même, représentés entre... c'est Suresnes, c'est ça? Suresnes et Nanterre. Entre Suresnois et Nantériens, si je dis bien les choses. Rien. Une chroniqueuse devenue élue de la nation, Sabrina s'ébahit de bonheur à l'idée de bâtir les lois de la République, convertie au rose pull Woolit, cachant à peine son cou, ne souhaitant pas se convertir au col roulé Bruno Le Maire. 6 mois à l'Assemblée nationale, ça s'appelle être forte de ses convictions. 6 mois à l'Assemblée nationale où elle apprend jour après jour en compagnie d'un échiquier politique inédit en incertitude complète. Membre de la commission des affaires étrangères, composée d'une belle brochette de vainqueurs, pull Marine Le Pen, meilleur Habib qui ne sera jamais meilleur qu'Habib, ou encore Éric Ciotti, patron des Républicains par terre. Mais Sabrina, en entrant au palais Bourbon-Vanille, devient de moins en moins dupe de la NUPS. Écologiste dans l'âme, s'est justifié au climat, ou plutôt au changement climatique politique entre les différentes composantes de la NUPES. Et, en écologiste responsable, a répondu sans concession aux questions d'Amin Saha, à qui je prononce une motion de censure pour retard excessif au sein de l'hémicycle carré de notre Assemblée du Grand Forum. Mais Tarek Mami a décrété le 49-3 pour annuler cette motion et réintégrer l'élu de la Courneuve en pleine grâce ou disgrâce, et selon France Maghrébine. Sabrina Sebahi a comme mission de réconcilier la France et la politique. Bon courage, parce que moi, c'est du chinois. Je salue l'initiative de Tarek Mami de m'avoir accordé un visa humoristique sur France Maghreb 2, Christophe Fro m'ayant donné ma chance aux chansons populaires en congé Pascal, sevrant mon envie d'écrire en décalé sur l'actualité du jour. Joli. Sans transition, partant en Chine avec un visa de censure assuré, y compris la santé publique chinoise, le 8 janvier prochain, Xi Jinping. Comment on dit en chinois? C'est très difficile. Xi Jinping et ses sbires lèveront la quarantaine covidienne face à une bronca républicaine et populaire chinoise incontrôlable.
Mais hélas, les cas de Covid explosent pour mieux nous envahir. Et tout ça pour relancer l'économie de l'empire du milieu ayant connu l'empire financier et surtout humain. Et c'est le monde entier qui paye la facture, notamment en termes économiques, pénurie de matières premières, de fabrique de médicaments ou le retard d'approvisionnement de nos iPhones. La France baissera, hélas, son pantalon pour faire tester les Chinois sur notre sol. J'espère néanmoins que la France se souviendra qu'elle est l'héritière des sans-culottes et héritera et hissera le drapeau de ses convictions pour éviter le fiasco de la triple buse Buzyn, du véreux Véran, de la macronade mascarpone, et même j'allais dire Al Capone, nauséabonde, James Bond, ou plutôt bon jambon pour des gens moins bons. Nous verrons avec le recul si des maladies nouvelles apparaissent, et elles apparaissent déjà, je crois. Et justement, en parlant des maladies, la situation sanitaire et hospitalière française dans un état exsangue, catastrophique, au bord de l'explosion en pénurie de médicaments, de lits d'hôpitaux, de médecins traitants, surépidémie de Covid, bronchite, grippe, je prends en grippe le gouvernement, et le ministre de la Santé et des Solidarités, M. François Braun, mal rasé malgré un patronyme en marque de rasoir électrique. Il est un ministre construit pour durer, même si j'en doute, car l'hôpital français a craqué dans les plus grandes largeurs, confronté à la population précaire et inquiète pour le devenir de leur santé et les politiques de rationalisation des coûts absurdes. L'hôpital brûle et nous regardons ailleurs, mais pas dans le bon sens. Mais bon, pour Macron et compagnie en démarche renaissante, c'est du chinois. Aucune transition sur le sujet suivant concernant une fois de plus l'Afghanistan où les talibans, menteurs comme Satan, ont reçu crédit d'une partie de la communauté internationale pour livrer les Afghans et les Afghanes à la terreur coutumière de ces mêmes talibans plus de 20 ans après. L'hypocrisie occidentale dans sa grande splendeur. En Afghanistan, toutes les filles ou presque sont interdites d'étudier par les talibans.